Aujourd'hui, notre invité, c'est Rachida Dati. Pareil, vous avez déjà donné des claques à des gens. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mis un point dans la figure au Parlement européen. Parce qu'en politique, on a des gens qui nous aiment et des gens qui sont d'autres camps qui nous aiment moins. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour vous? J'ai reçu beaucoup de menaces, y compris à l'encontre de ma fille. Il y a eu une tentative d'enlèvement concernant ma fille, quelqu'un qui avait fait une intrusion dans une crèche. Ça vous a pas dissuadé à un moment donné dans votre métier, Non, le jour où vous la chandelle? Il y a eu un moment où il y a eu un gros problème de santé. Moi, j'ai cru que j'allais perdre ma fille. Et aller jusqu'où pour comprendre? Du jour au lendemain, elle ne pouvait plus marcher et elle ne sentait plus son corps. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Rachida Dati, qui vient ministre de la Culture, qui a accepté de répondre à nos questions. Elle m'a dit que je pouvais lui poser vraiment toutes les questions sur sa vie personnelle, sur son parcours, sur comment elle a fait des choix dans sa carrière et pourquoi elle les a fait. Elle va nous raconter aussi ses rencontres avec les hommes politiques. Elle va nous parler de sa fille aussi. Elle a très rarement parlé de sa vie privée, comme elle va le faire dans un instant. En tout cas, juste avant de recevoir Rachida Dati sur Légende, abonnez-vous si vous voulez bien à notre chaîne YouTube en 2 secondes et en podcast audio si vous nous suivez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Vous pouvez nous écouter comme ça en voiture ou en train de faire du sport. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Et notre partenaire sur cette vidéo, c'est Icarsoft. C'est des outils de diagnostic automobile. C'est des tablettes qui s'appellent valises. Chez eux, des valises de diagnostic. Vous pouvez le brancher directement sur le véhicule. Il y a plusieurs modèles. Il y en a qui sont compatibles sur les voitures et les motos, d'autres sur les voitures et les poids lourds. Nous, on a pu tester le CR Max qui est compatible avec plus de 60 marques automobiles. Vous pouvez directement aller voir sur leur site, voir si votre véhicule est compatible. Et là, ça va vous permettre de savoir, par exemple, en vous branchant très facilement à une voiture, vous allez pouvoir savoir si le nombre de kilomètres, par exemple, quand vous achetez un véhicule d'occasion, on n'est jamais sûr qu'il ait été trafiqué le compteur. Là, vous êtes sûr comme ça du nombre de kilomètres, s'il y a des pannes aussi cachées. Et parfois, il y a des bugs avec des voyants qui s'allument n'importe comment. Et ben, ça permet de résoudre plein de problèmes directement. Les valises sont à partir de 59 €. Je vous mettrai le lien dans la description juste avant de commencer l'émission. Et avec le code Légende, vous aurez une réduction supplémentaire, même sur les articles déjà en promo. Donc, vous retrouverez directement les liens dans les descriptions du podcast audio et dans la description de cette vidéo sur YouTube. Et c'est parti maintenant avec Rachida Dati sur Légende. On y va. Rachida Dati sur Légende. Et ben voilà, merci, je vous reprends le clap. Merci beaucoup. Ça aurait été dommage de vous cacher derrière, bienvenue. Merci de votre invitation. Je suis content de vous recevoir. C'est ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement de Paris. On va refaire votre parcours, si vous voulez bien. Vous connaissez l'interview, vous avez déjà vu des extraits? Oui, j'ai vu certaines interviews. D'accord. Vous voyez un peu comment ça se passe. On refait un peu le parcours. Juste pour parler d'actualité, vous avez eu une grosse actualité pas longtemps avant le tournage de cette émission. Il y a eu un braquage, un cambriolage au Louvre. Est-ce que vous avez eu des infos particulières? J'imagine que la semaine, quand on est ministre de la Culture et que ça se passe, doit être un peu changé en termes de planning. D'abord, c'est de pouvoir appréhender cette affaire, parce que ce vol spectaculaire, il a quand même choqué tous les Français, et bien au-delà d'ailleurs de notre pays. Et puis aussi, il a choqué les agents du Louvre, qui sont quand même plus de 2000 agents au musée du Louvre. Et donc, 2000 agents. il y a plus de 2000, je crois que c'est 2200 agents au musée du Louvre. Et donc, il était important aussi de pouvoir être à leur côté dans ce moment difficile. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on a une chance de retrouver, alors peut-être qu'on verra quand on diffusera l'émission, peut-être que ce sera déjà... Est-ce qu'il y a une possibilité de retrouver des bijoux? Ça en parle dans les dîners, alors je me suis dit que je vous poserai la question quand on a la chance de se voir. Moi, je fais confiance, j'ai une totale confiance dans les enquêteurs. L'enquête est en cours, il y a eu des interpellations et donc l'enquête se poursuit, donc j'espère vraiment qu'on retrouve ces bijoux. Comment vous l'avez appris? J'ai été informée par une personne du musée du Louvre, puis ma directrice de cabinet, et je suis arrivée sur place tout de suite. Ah, directement, oui. Oui. Vous avez l'info avant que ça sorte dans les médias. Oui. On se demande toujours comment ça se passe. Je demandais ça quand on reçoit des ministres. C'est un autre ministre qui vous appelle? Est-ce que ça passe par le Premier ministre, une information? Non, là j'ai eu l'information en direct du musée du Louvre et par ma directrice de cabinet, donc je me suis rendue sur place. Pour refaire votre parcours, en travaillant à l'émission, j'ai appris plein de trucs sur vous. Vous êtes la 2e fille d'une famille de 11 enfants. Ça ressemble à quoi une enfance avec 10 frères et sœurs? Comment c'est à table? Il n'y a pas de table.
C'est une équipe de foot, 11 enfants, c'est beaucoup. Hein. Et puis on n'a pas beaucoup d'écart. En fait, de la première à la dernière, c'est une génération, plus qu'une génération. Mais on a pratiquement, il y a un enfant par an. Et maman a perdu pas mal d'enfants, donc elle a été enceinte pratiquement toute sa vie. Donc voilà. Alors par moment, c'est très agréable d'avoir plein de frères et sœurs. Et puis par moment, on aimerait être enfant unique. On a envie d'être seul parfois. Ah oui. Oui. Parce qu'on grandit dans le bruit, dans ce sens-là, vous voyez dire, il y a toujours du bordel à la maison. Il y a toujours du mouvement, ça c'est sûr. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est très organisé quand même, parce que sinon ça ne tient pas. Vous avez grandi, c'est à Chalon-sur-Saône, hein, c'est ça? Vous êtes né là-bas? Je suis née à Saint-Rémy, c'est un petit bourg à côté de Chalon-sur-Saône, parce que c'était le lieu de la maternité. Voilà. Dans une famille plutôt modeste, plutôt aisée, c'est quoi pour qu'on imagine un peu? Mon père était ouvrier, et maman ne travaillait pas, évidemment, elle s'occupait des enfants. Une famille plutôt modeste? Oui. Vous donniez des ordres, vous protégiez un peu les frères et sœurs quand on est la deuxième grande. Est-ce que quand il y a 11 frères et sœurs, on est obligé d'avoir du charisme, parce que vous en avez, pour tenir ce poste aujourd'hui? Mais est-ce que, pareil... Non, c'est vrai. Alors, j'avais ma sœur aînée, mais elle s'est mariée très jeune. Elle s'était mariée à 17 ans et demi, avec mon cousin, d'ailleurs. Et elle était repartie au Maroc. Et donc... c'était un moment pas facile pour elle, pas facile pour nous. Et donc, moi, j'ai pris un peu la conduite de la famille pour les études, l'école, remplir les papiers, parce que j'avais des parents qui ne savaient pas lire, pas écrire. Donc, de gérer la vie matérielle de la famille, et puis de gérer les frères et sœurs sur différentes orientations. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir un père qui n'était pas simple, qui n'était pas facile, mais qui voulait qu'on fasse des études. Et il disait, votre autonomie et votre liberté, et qu'un jour, vous puissiez être reconnu dans ce pays, c'est que vous fassiez des études et que vous réussissiez. Donc, de fait, j'ai pris un peu, j'allais dire, le lead sur la famille. C'est juste une petite question un peu personnelle, mais vous faites assez peu d'interviews. On vous voit, mais pas longtemps sur votre vie, etc. C'est un truc que vous affectionnez pas forcément? Alors, d'abord, je parlais peu avant d'être garde des Sceaux. D'ailleurs, j'ai jamais parlé de ma vie de famille. Enfin, d'où je venais. C'est pas que j'avais honte, mais je me disais, en France, on aime bien les étiquettes, les statuts, et je craignais que ma condition sociale d'origine, ma famille, mon origine, puisse être un handicap dans ma réussite ou d'accéder à des postes à responsabilité. Faut être honnête là-dessus. Et c'était pas un plafond de verre qu'on pouvait connaître, c'est une chape de plomb. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des grandes personnalités qui m'ont tendu la main. J'ai beaucoup travaillé. Je travaille depuis l'âge de 14 ans. Travaillé beaucoup tout le temps. Et puis, à partir de 16 ans, j'ai eu des contrats à durée indéterminée. J'ai travaillé non-stop à ce jour. Donc, le travail m'a permis de m'affranchir. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pardonnez pas? Le mépris. Voilà. L'arrogance, le mépris... l'arrogance de classe. Voilà. La politique, c'est vraiment dur. Tout ce qui se passe derrière, etc. Alors, on voit que vous faites attention à ce que vous disiez avant, etc. Oui, mais parce que d'abord, quand vous êtes un responsable public, la moindre parole que vous prononcez, même si vous la prononcez doucement... peut se retourner contre eux? Non, c'est comme si vous parliez dans un mégaphone. Donc il faut faire très attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites, à qui vous vous adressez. Alors moi, ça me joue des tours, parce que j'ai beau me dire, je fais attention... Vous êtes plutôt franche, non? Quand vous êtes sur un plateau télé, vous oui, faites pas trop attention? Je vous dis la vérité, je me dis, bon, là, je vais me canaliser, je vais pas surréagir, je vais me tenir, voilà. Et puis par moments, je me dis, c'est quand même pas acceptable d'entendre ce que j'entends, donc voilà. Vous préparez pas, on en parlera tout à l'heure, mais vous faites parfois des punchlines qui sont reprises partout. Est-ce que vous préparez? Non, j'ai jamais fait de média training de ma vie, jamais. Média training, c'est des entraînements en fait quand on a une interview, quand on devient porte-parole, oui, quand vous faites de la politique ou quand vous êtes amené à parler dans les médias ou devant du public, vous avez parfois, pour des responsables publics, mais même des chefs d'entreprise, il y a des séances d'entraînement, vous pouvez vous entraîner à prendre la parole en public. Ça sert à quelque chose, ça? J'en sais rien, moi ça me convient pas. Moi ça me bride. Et donc, c'est pas moi. C'est-à-dire que si demain je venais à m'entraîner, si on me disait faut dire comme ça, parler comme ça, se comporter comme ça, parce qu'il y a même du média training où on vous dit même comment poser les mains. Enfin, moi, je vais être libre de tout ce que je fais. Naturel, quoi. Oui. Surtout. Alors, la seule chose que, et d'ailleurs, ça a toujours été noté, je connais mes dossiers parfaitement. Et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. J'ai l'air armé de connaissances, quoi. Non, mais mes dossiers, je les connais. Quand je ne sais pas, je ne m'aventure pas sur quelque chose que je ne connais pas. Voilà.
Et pareil, on en parlera plus tard, mais quand vous vous énervez sur quelqu'un parce qu'il pose une question, ça, c'est pas prévu? Non, non. Moi, j'ai jamais demandé à un journaliste de me poser telle ou telle question ou de dire vous me posez pas telle ou telle question. Si j'ai pas envie qu'il me les pose, je ne vais pas à l'interview. Voilà, tout simplement. Je fais ce dont j'ai envie là-dessus. Alors après, si le gars, évidemment, il insiste ou c'est lourd ou j'ai pas envie de répondre, bah, je lui dis j'ai pas envie. Voilà. Donc après, c'est des tempéraments, mais bon. Il y a des personnes, sans les citer, c'est pas le but de l'émission, mais qui vous disent je vous poserai pas telle question, et puis qui arrivent à l'antenne et qui les posent en direct. Ça arrive souvent. Ah ouais? Oui, ça arrive souvent. Et avant, ils vous disent, promis... Non, ils disent, alors, on va aller là-dessus. Il y a ça dans l'actu, mais on ne veut pas y aller. Et puis, ou sur des aspects plus personnels. Non, mais ça ne nous intéresse pas. Puis, en fait, il n'y a que ça qui les intéresse. Voilà. Ah ouais. Et, et ça, qu'est-ce que vous faites en direct quand vous posez une question pas prévue? Soit je réponds pas, ou soit je réponds à côté. C'est la difficulté, je trouve, des JT, des émissions où il faut parler dans une période très courte. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut avoir des éléments de langage tout faits, et puis en fait, finalement, il n'y a plus de pensée vraiment libre, il faut trop se préparer, quoi. Non, parce que moi, je ne me prépare pas là-dessus. Enfin, les journalistes peuvent vous le dire. Je ne me prépare pas en fonction de questions qu'on aurait préparées ensemble. Je sais ce que je dois répondre sur les sujets d'actualité haute, je sais ce que je dois répondre. Puis parfois, je vais au-delà, ou par exemple, des fois, je ne veux pas m'exprimer sur tel ou tel sujet, puis je le fais finalement. Il y a plein de rumeurs un peu drôles sur vous, je vous les demanderai tout à l'heure, vous me direz si c'est vrai. Mais bah alors là, on peut aller jusqu'à demain matin, hein, si sur les rumeurs. Ouais. Parfois, vous voyez des trucs sur Internet, je sais pas, vous lisez, vous êtes avec des amis, votre équipe, votre famille, et vous voyez des articles sur vous avec des trucs qui n'ont rien à voir, en fait, qui sont complètement faux. Bah, un exemple, mon père qui faisait confiance à la télévision, aux journaux, et quand je lui disais mais c'est faux, il me dit non mais c'est quoi ces histoires-là qu'on raconte sur toi? Je lui dis c'est faux. Il me dit si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Voilà. Ah, wow. Donc il était cette génération-là. Donc c'est ça qui est compliqué, voilà. Mais évidemment, maintenant que mes parents sont plus là, très honnêtement, je m'en fous. Mais bon, voilà. Après, vous avez beau démentir avec les réseaux sociaux, de toute façon, vous leur mettez toujours, ça ressort tout le temps. Voilà, c'est ça la difficulté. On parlera d'ailleurs justement de protéger la famille dans un milieu qui n'est pas facile de la politique. Votre papa était musulman, mais il vous a inscrit dans une école catholique qui s'appelait Le Devoir à Chalon-sur-Saône, si je ne dis pas de bêtises, qui était tenue par des religieuses. Pourquoi il vous met là-bas? Comment vous retrouvez dans cette école-là? C'était une école de filles. Moi, j'ai fait pratiquement toute ma scolarité là-bas. Et il était maçon. Et puis, il faisait des petits extras comme ça, ou chez des particuliers, ou sur des chantiers. Et il faisait des travaux de maçonnerie dans cette école. Et il avait remarqué que dans cette école, il n'y avait que des enfants de notables, qui n'étaient pas mélangés avec nous dans l'autre école où nous pouvions être. Et donc, il a demandé à la mère supérieure s'il pouvait nous inscrire, avec ma sœur et moi. Et la religieuse a dit oui, mais il a payé, parce que c'était une école où on payait en fonction de ses revenus. Mais les enfants ne savaient pas ce que payaient leurs parents. Donc, on avait des amis qui forcément payaient plus cher que nous. Mais donc, on n'avait pas cette différence-là d'entrée, donc on ne savait pas ce que chacun payait. C'était une éducation plus stricte qu'ailleurs? Moi, elle me convenait. Ah oui? Oui, moi, je sais que j'ai eu une autre sœur où ça convenait moins bien, un frère. Moi, ça me convenait totalement. C'était très carré, j'étais punie souvent, j'étais première de la classe. Mais, vous étiez première de la classe? Oui, toute ma scolarité, j'étais première de la classe. Et après, quand je suis arrivée au lycée, c'était devenu un peu plus compliqué parce que je travaillais à plein temps dès l'âge de 16 ans. Donc, mais j'ai jamais redoublé. Et ça. Et puis mon père, il était tellement fier que beaucoup plus que pour maman. Donc j'étais tellement contente qu'il soit fier de moi. Donc ça m'encourageait. Mais et les punitions, comme j'étais bonne élève, il me donnait pas des cours à reprendre, mais je devais faire le ménage dans la chapelle, dans la cantine, dans le réfectoire. Et puis et j'allais. Et on avait des retraites. Et donc je devais aller réfléchir sur mon comportement, C'était des punitions à l'époque, ouais. Ben, mais moi j'ai adoré les retraites, les équipes missionnaires. On allait à la messe tous les jours, donc on avait messe tous les matins. On faisait toutes les célébrations religieuses. Et j'ai gardé, d'ailleurs, j'ai la foi, et j'ai gardé ce côté de cette foi universelle aussi depuis toute petite.
Foi universelle, ça veut dire vous aimez dans les églises aussi? Moi, j'adore les lieux de culte. Et je me rends à toutes les cérémonies religieuses, quel que soit le culte. Je suis très croyante, je suis très proche d'ailleurs dans mon arrondissement. Moi, je suis très proche des curés des paroisses, du pasteur dans les 2 temples protestants que j'ai, et je suis très impliquée dans les vies paroissiales. Vous avez des origines modestes, mais vous avez bossé en tant qu'aide-soignante à 14 ans. Non, à 14 ans. Alors, j'ai trouvé peu d'infos sur vous, donc c'était compliqué. À 14 ans, porte-à-porte, pardon. Oui, je faisais du porte-à-porte. Je vendais des produits Avon dans la cité, et donc les femmes achetaient des produits de beauté à crédit. Je me souviens, mais ça marchait pas mal. Et à 16 ans, je suis rentrée dans une clinique qui existe toujours, la clinique Sainte-Marie, et j'ai travaillé pendant presque à Dijon et à Châlons comme aide-soignante de jour, de nuit, et je faisais le standard et les admissions. J'ai fait ça presque 6 ans. Vous avez après fait vous avez fait des études de médecine et puis d'économie et de droit. Oui, j'ai fait 1 an de médecine, puis après, moi, j'avais pas du tout les moyens de pouvoir tenir sur 10 ans matériellement, et donc j'ai fait des études d'économie en me disant si les études s'arrêtent avec un DUG, je peux être assistante, je peux être secrétaire, Et après, j'ai fait un DUG d'économie, et au moment du DUG d'économie. Je travaillais toujours de nuit. Vous n'étiez pas à Paris, là? Non. Et j'ai eu la chance de rencontrer Albin Chalandon à Paris. J'étais venue à la réception de l'ambassade d'Algérie, justement. Et je l'ai rencontré parce que C'était le ministre de la Justice de l'époque. Ouais. En 85? 87. 87. Et 20 ans plus tard, on a fait je me suis retrouvée dans son fauteuil. Donc c'est pour ça que la vie est assez exceptionnelle pour moi. C'est fou. Lui, ça a été on va parler des gens qui vous ont tendu la main. Il y en a. Pierre de Liry. Il y en a qui tournent le dos, il y en a qui tendent la main. Bien sûr, certains qui vous considèrent même pas, qui vous méprisent d'ailleurs. Mais c'est vous qui allez, hein, vous forcez le hasard. Non, mais parce que vous n'avez pas dans les toilettes, suivre des gens pour leur dire je veux travailler avec vous, vous y allez. Parce que vous êtes en instinct de survie tout le temps. Vous avez peur pour les vôtres, vous avez peur pour vous, voilà. Donc c'est comme ça. Et donc tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Moi, Pierre de Liry, ça a été celui qui m'a donné la chance et qui m'a permis d'être aide-soignante, parce que je peux exercer d'aide-soignante. Il était directeur de la clinique Sainte-Marie, et en fait, je suis allée dans son bureau pour lui demander du travail. Il m'a recrutée d'abord comme femme de ménage, puis après, il m'a dit, je vais vous former pour être aide-soignante, et c'est grâce à lui que je suis devenue. Et donc, en même temps que l'école, d'abord, puis les études, la fac, et ensuite, j'ai rencontré Albin Chalandon, qui m'a permis d'être comptable dans une grande société. Vous allez voir au culot, vous allez chez Elf, c'est ça, hein? C'était chez Elf Aquitaine. Chez le pétrolier, mais vous allez le voir dans un cocktail à l'ambassade d'Algérie, vous allez lui parler, vous avez 21 ans à l'époque, si je dis pas de bêtises. Vous lui dites quoi? Comment vous allez au culot? Parce que moi, j'ai toujours aimé lire, et j'ai toujours aimé la presse, et je lisais tout. Et quand vous travailliez de nuit dans les hôpitaux, dans les salles d'attente, il y avait plein de journaux. Et à l'époque, il y avait eu un Figaro sur une dernière page qui retraçait toute l'histoire d'Albin Chalandon. Et pourquoi je lis l'article? Parce que j'avais jamais entendu le prénom Albin. Et donc ça m'intrigue, donc je veux savoir qui est ce personnage. Et la photo était assez désuète, d'ailleurs, sa photo. Il faisait très d'une autre époque. Et son histoire m'a intéressée. Et donc je l'avais retenue. Et le matin, quand je finis mon service à 8h du matin, je rentre et je parle avec mon père, et je lui dis « Ah tiens, c'est drôle, j'ai lu un article sur le ministre de la Justice, qui s'appelle Albin Chalandon. » Et mon père me dit « Ah, mais tu sais qu'il a été ministre du général de Gaulle. » Et c'est curieux que lui avait ça, parce qu'il adorait l'histoire de France, et il a vécu beaucoup en Algérie, pendant l'Algérie française. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il vient aussi après en France. Et on parle de lui. Bon, voilà, c'est tout. Les choses s'arrêtent, et puis quelques temps plus tard, toujours dans la presse, je lis que l'ambassade d'Algérie fait le 5 novembre, fait une réception, donc 86, fait une réception à l'occasion d'une fête nationale. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai écrit à l'ambassadeur en disant, ma mère est algérienne, j'aimerais bien pouvoir être invitée à cette réception. Effectivement, j'ai été invitée, et moi, j'avais jamais mis les pieds à Paris à cette époque, et j'étais aide-soignante, et j'avais besoin de ma nuit pour pouvoir aller à Paris. Et la surveillante m'avait dit non. Et elle me dit... qui vous laisse ne pas travailler pour la nuit. Et elle me dit, j'ai besoin de toi, donc si jamais tu pars, je te préviens, je te vire. Moi, j'ai dit, je ne peux pas perdre mon boulot. Et donc, je suis restée. Et ce jour, c'était un jeudi, et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris le TGV de 16h18. Vous êtes partie? Je suis partie. Je suis arrivée à 18h à Paris.
En laissant votre boulot derrière vous. Ouais, et j'ai pris le métro. Je l'ai trouvé, c'était à l'hôtel Intercontinental, place de la Concorde, donc j'arrive. Et je vais à cette réception. Et qui arrive? Roger Hanin. T'as l'acteur qui était l'acteur Navarro. Ouais, c'était le coup de Sirocco, et maman l'adorait. C'est le grand pardon. Et donc je lui ai demandé un autographe pour ma mère. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, ces réceptions diplomatiques. Je pensais que c'était quelque chose beaucoup plus sophistiqué. Et à un moment donné, l'huissier annonce Albin Chalandon, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et là, je me dis, mais c'est la personne sur laquelle j'ai lu quelque chose. Donc, ça me revient. Et là, je fonds effectivement à la foule. Il était avec son chef de cabinet, qui était Pierre de Bousquet, qui est devenu ensuite patron des renseignements, grand préfet, qui est toujours mon ami à ce jour. Et donc, je lui dis, bonjour, monsieur Chalandon, je sais qui vous êtes. Je lui raconte un peu sa vie. Et il est très intrigué par la manière dont je connais parfaitement sa vie. Je ne suis pas de sa génération. Et je lui dis, je voudrais vous voir, je voudrais vous rencontrer. Mais dans quel but au départ? Vous vouliez faire quoi? Non, parce que moi je me suis dit, je ne vais pas être aide-soignante toute ma vie, je fais des études d'économie, je connais personne. À un moment donné, il faudra que j'aimerais travailler dans une entreprise. Et je lui dis, j'aimerais bien vous rencontrer. À 21 ans, hein. Ouais, il y a un petit côté dos au mur, dans le bon sens du terme. Genre, vous n'avez rien à perdre, de toute façon, vous y allez. Non, mais moi je me suis dit, bien. il était en plus, moi il m'a parlé comme si. Il m'a considéré. Et il m'a dit, appelez-moi. Après, je lui ai dit, non, parce que vous savez très bien, Pierre de Bousquet, qui est toujours en vie, le sait. Je lui ai dit, mais non, vous n'allez pas me donner suite. Je la connais, l'histoire. Oui, donc, je la connais, je vous rappellerai, je vous me rappellerai pas. Donc, vous lui dites ça? Oui, je lui dis, soit vous me dites oui, très bien, ou vous me dites non, c'est pas grave, on se connaît pas. Donc, vous me dites non, je vais pas vous en vouloir. Et il m'a dit, je vais vous donner mon adresse personnelle, qui était dans le 7e arrondissement. Ah, le postal? Oui, et vous allez m'écrire, puis en fonction de ça, je vais vous recevoir. Si c'est bien, je vous recevrai. Et puis je lui ai écrit le soir même, j'ai envoyé la lettre, et puis 3 jours plus tard, on habitait à 3 copines à Dijon, parce que je suis revenue évidemment à Dijon, et je reçois un coup de fil, et j'ai une copine qui dit, alors je sais pas, il y a un Albin, je sais pas quoi, qui veut te parler, mais j'ai cru. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et il m'a invité. C'était lui qui vous appelait? Ouais. Et il m'a invité à déjeuner au ministère de la Justice. Et donc, j'y suis allée. J'ai déjeuné avec lui et il m'a dit, demandez-moi ce que vous souhaitez. Et moi, je me suis dit, je peux pas lui demander un boulot. Parce que sinon, il va me donner un boulot puis il va plus me revoir. Donc, je lui ai dit, non, mais en fait, tout ce que je veux, c'est qu'on continue à se voir. Comme ça. Il a dit, non, ça c'est acquis. Mais dites-moi ce que je peux faire pour vous. Et je lui ai dit, j'aimerais bien ou un stage en entreprise ou autre. Et puis il a changé ma vie. Il m'a trouvé. Incroyable. Il m'a recommandé chez Elf Aquitaine. Je suis rentrée comme comptable. Et là, ma vie a changé. Pourquoi? En quoi ça a changé? Je suis arrivée sur Paris. J'ai gagné 4 fois ce que je gagnais comme aide-soignante en travaillant tous les jours, toutes les nuits. J'ai acheté une maison à mes parents. J'ai acheté une voiture à mes parents, une machine à laver. 87, on a eu la première machine à laver. J'ai installé le téléphone. Vous gagnez votre vie, quoi. Ma mère m'a ruiné en téléphone. Elle appelait tous les jours l'Algérie. Et après, je leur ai changé leur vie. Et j'ai changé la mienne. Voilà. Vers la fin de votre vingtaine, après avoir travaillé dans le privé, vous allez devenir magistrate. C'est chic, la fin de vingtaine. Mais j'ai pas l'année. Non, mais oui, c'est ça, j'avais pas 30 ans. À peu près. Vous êtes passé par l'École nationale de la magistrature. Qu'est-ce que c'est qu'être magistrat? Qu'est-ce qu'un magistrat? Alors d'abord, je suis devenue magistrat parce que dans le quartier où j'habitais, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustices. Des gardes à vue qui n'étaient pas vraiment carrés, des gamins qui étaient mal défendus, des droits qui étaient bafoués. Et je me suis dit, un jour, je ferai un métier où c'est pas avocat, c'est pas avocat, non, c'est pas pareil. Hein. Parce que le magistrat, il a la décision. Et je dis où je ferai respecter l'état de droit, en particulier pour ceux qui n'ont pas des moyens de défense. Moi, j'avais été choquée par des victimes d'accidents du travail, où leurs droits ont été bafoués, des gamins qui se retrouvent en garde à vue et les droits sont pas reconnus, des gens qui se défendent mal dans une audience et qui prennent des condamnations de manière un peu indue. Et donc, je me suis dit, je serais celle qui prendrait la décision dans le respect du droit. Donc, je voulais devenir magistrat à ce moment-là. Et je rencontre Marc Solon, qui est le vice-président du Conseil d'État, et Simone Veil, qui m'ont encouragée à l'être. Et donc, je suis devenue magistrat. C'est elle qui vous a offert une robe. Et donc, quand je suis devenue magistrat, elle m'a dit j'aimerais tellement vous offrir un cadeau, je voudrais vous offrir ma robe de magistrat dans laquelle elle a prêté serment et exercé.
Et cette robe, je l'ai toujours. Donc, j'ai prêté serment et j'ai exercé dans la robe de Simone Veil. Incroyable. Et ce qui est drôle, c'est quand je suis devenue magistrat, ma mère était super contente et elle disait toutes ses copines, oui, ma fille, oui, alors on est devenu procureur. Alors, je dis d'abord, je suis pas procureur, je suis devenu juge, c'était mon premier poste. Puis je dis, c'est pas on, mais c'est je. Elle a dit, je te dis qu'on est devenu procureur. Et je lui dis, mais je t'ai dit au juge, elle me dit, t'inquiète pas, parce qu'elle dit, mes copines, là, les Arabes avec qui l'on est, procureur, ça fait plus peur, juge, ça fait moins peur. Donc, à chaque fois, elle était improbable. Et quand je faisais des audiences, parce que mon premier poste était dans le Nord, à Péronne, et j'avais une super greffière, Danielle Doyen d'ailleurs, et quand les audiences étaient trop longues, elle n'arrivait pas à me joindre, donc elle appelait la gendarmerie pour dire, il y a ma fille qui répond pas. Donc, il y avait des gendarmes qui disaient, alors, il y a votre maman qui a appelé, qui est inquiète et tout. Je dis, maman, arrête. Et alors, elle était... Votre mère, elle était un peu hors code? Ah, total. Ah, puis elle était... d'abord, pas stressée, pas énervée jamais. Elle pardonnait à tout le monde. Mon père, quand il allait travailler, parce qu'il travaillait de nuit, quand il faisait les postes... il fermait à clé, pensant qu'on allait sortir, on ne sortait pas. Et dès qu'il partait, alors elle mettait les chansons, et nous, on avait école le lendemain, et elle nous faisait danser avec elle. Donc, par exemple, elle chantait Dalida, là, chez ses cheveux, et nous, on devait danser avec elle Dalida. Donc, on faisait les Claudettes. Elle chantait du Claude François. Donc, elle était complètement improbable sur tous les sujets. Voilà. Elle allait... alors, elle parlait couramment le français. Elle ne savait pas lire par écrire, donc elle traduisait, c'était la traductrice de la cité. Et elle traduisait ce qu'elle voulait, n'importe quoi. Donc parfois, il y avait des gens qui demandaient ce qu'elle traduise, et en fait, elle traduisait pas du tout ce qui était dit. Et je dis, mais maman, c'est pas ce que dit, elle dit, oh, elle s'en fiche. Et donc elle disait ce qu'elle voulait, elle se marrait sur tout. Et donc, voilà. Vous avez des codes sociaux quand vous l'emmeniez dans des... Est-ce que vous avez fait des trucs un peu drôles? Si, je l'ai emmenée avec moi des réceptions, elle a rencontré Albin Chalandon. Alors, elle était très à l'aise sur tout. Mais par exemple, je me souviens, je travaillais chez Matra à Bois d'Arcy, donc c'était pas à la porte à côté, et je la faisais soigner à Paris. Et puis elle me disait, donc moi je prenais aussi sur mon temps de travail pour les soins. Elle me dit, bon, allez, viens, on va à Barbès, parce que je voudrais aller faire des courses. Je dis, maman, je travaille. Elle me dit, tu vas venir avec moi. Je dis, je peux pas non plus prendre plein de jours. Elle me dit, je vais te dire un truc. Un travail, tu peux toujours en retrouver un. Ta mère, tu vas pas la retrouver. Donc, si je suis pas là, donc tu vas venir avec moi. Donc, on allait à Barbès. Elle me faisait acheter des grandes gamelles. Certains vont se reconnaître sur la gamelle dont on parle. Des couscoussières et tout. Et pour les redescendre à Châlons. Donc, prendre le métro avec. Donc, on passait dans les métros improbables. Et puis, ou alors, elle débarquait, quand je travaillais chez Elf Aquitaine, elle venait me voir, et elle venait avec la couscoussière sous le bras, la gamelle, en disant, bon, bah écoute, je suis avec ta sœur, on vient de dire au revoir, on descend à Châlons. J'avais 30 secondes, un petit sentiment de honte par rapport à des collègues ou des amis. Et donc, elle a toujours été comme ça, et j'ai toujours aimé ça chez elle. Voilà. Est-ce qu'on a un état fort, vous l'avez vu de l'intérieur, vous, quand vous avez été garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, est-ce qu'on a les manettes quand on est ministre? Oui, bah sinon, moi je suis vraiment la preuve que la politique change la vie des gens. Et change la vie des gens. Vous l'avez vu de l'intérieur? Et change la vie des gens dans ce qu'elle a de mieux, de meilleur. C'est pas une histoire, c'est pas que de la promotion ou de l'ascension sociale pour de l'ascension sociale. Vous vivez mieux, vous vous réalisez. C'est pas d'être en haut d'une pyramide hiérarchique. C'est de pouvoir faire ce dont vous avez envie et que vous puissiez vivre de votre passion ou de votre rêve. Et je trouve que la France permet ça. Et je trouve qu'on a cette école de la République. Moi, je suis pour l'école publique, même si j'ai été scolarisée dans le privé, même si j'ai mis ma fille dans le privé. Je crois. C'est marrant, vous avez des réflexes, maintenant vous désamorcez. Non, je dis. Alors là, enfin, au cas où on vous attaque. Non, pas du tout. Parce que alors, moi. Je veux vous dire, j'ai culpabilisé sur rien. J'ai assez donné dans ma vie dans la culpabilité. C'est pas pour culpabiliser sur des choix que je fais de manière libre. Parce qu'on vous reproche quand vous parlez, par exemple, vous dites tiens, je suis pour l'école publique. Il y en a qui pourraient vous dire tiens, mais pourquoi vous avez mis un. J'ai fait un choix. Voilà, c'est un choix. Et je trouve que la France m'a permis d'être libre, donc j'ai fait la liberté de ce choix. Voilà.
Et pour finir sur la justice, est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'était pas assez sévère? J'ai vu que c'était un besoin des Français d'avoir une justice plus sévère avec les méchants, en gros. Est-ce que vous l'avez ressenti quand vous étiez garde des Sceaux? Quand vous êtes garde des Sceaux, vous êtes responsable de la politique pénale. Donc moi, j'avais mis en place une politique pénale très ferme à l'encontre des récidivistes, avec les peines planchées notamment, à l'encontre des criminels en série, avec la rétention de sûreté qui existe toujours. J'ai mis une politique pénale sur les violences faites aux femmes. Ça a été une politique pénale que j'ai portée, et que j'ai portée de manière très ferme. J'ai lutté contre la radicalisation en prison, avec des programmes dédiés pour cela. Et donc, j'ai eu des politiques pénales évidemment très fermes, mais aussi, j'ai souhaité, et beaucoup l'oublient, j'ai créé le contrôleur indépendant des lieux de privation de liberté, ça permet d'avoir ce contrôleur qui contrôle tous les lieux de privation de liberté, les hôpitaux psychiatriques, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les prisons évidemment. Et donc, ça, j'ai créé ce contrôleur, et j'ai créé également le défenseur des droits. On y reviendra après, vous avez une grande carrière, vous avez de la notoriété, on vous reconnaît dans la rue directement. On a eu Michel Drucker il y a quelques temps ici qui nous racontait qu'il avait parfois il y a des fans, ou ça peut être des fans ou des partisans ou des anti, parce qu'en politique on a des gens qui nous aiment et des gens qui sont d'autres camps qui nous aiment moins. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour vous? Est-ce que c'est déjà arrivé? On a des officiers de sécurité quand on est ministre, mais est-ce que vous avez déjà eu peur? Très franchement, par exemple, moi je fais campagne sans sécurité particulière. J'ai toujours fait. Vraiment, dans la rue? Alors, il faut être vigilant parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agressivité. Moi, j'ai reçu beaucoup de menaces, y compris à l'encontre de ma fille. Il y a eu une tentative d'enlèvement concernant ma fille. Donc, je fais très attention à ça. Il y a une tentative, pardon, oui, je n'avais jamais parlé. Qui avait fait une intrusion dans une crèche, quelqu'un qui l'a suivi aussi sur la sortie de l'école. C'est pour ça que on ne m'a jamais vu sur un événement. Enfin, il n'y a pas de photos publiques s'agissant de ma fille. Elle vit très mal, c'est vrai, ma vie publique. Donc oui, vous avez ça, et puis vous avez l'autre côté. Il y a des gens, par exemple, des gens qui vous écrivent des lettres enflammées, qui vous envoient des fleurs. Michel Drucker, une fan qui est tombée amoureuse de lui, qui l'a attendu au parking. Oui, moi j'ai vu, alors, par exemple, quelqu'un qui disait « Je suis à 2300 pas de votre bureau », quelqu'un qui un jour m'avait envoyé un book, quand j'étais au Parlement européen, qui m'avait envoyé des photos de mes pieds avec plein de chaussures différentes. Tout un book là-dessus, en disant, voilà, j'adore vos chaussures, j'adore votre style. J'ai jamais su qui était la personne. Et puis un autre qui m'écrivait tout le temps, et qui m'écrivait pour la naissance de ma fille. Et après, qui avait envoyé des billets de train pour les vacances scolaires, en disant, j'envoie les billets de train pour Zora, elle est en vacances scolaires, donc je vais venir la chercher ce week-end pour passer les vacances, comme ça vous travaillez tranquillement. Quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Non. Et qui habitait dans l'Est de la France. Donc voilà. Et puis un jour, il y avait une femme qui est tombée follement amoureuse de moi. Donc elle m'écrivait à la mairie. Elle m'écrivait. Puis un jour, elle est arrivée. J'avais un événement à la mairie. Elle est arrivée. Mais je ne savais pas qui elle était. Donc elle me dit, je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une photo? Oui. Mais je ne savais pas qui elle était. Oui. Donc voilà. Puis elle me dit, oui, je vous écris tout le temps. Vous me répondez jamais. Et moi, vous comprenez à ce moment-là? Non, pas du tout. Comme maire du 7e, je réponds à tous mes administrés. Ah bon? C'est moi Dites qui pas ça parce que vous allez recevoir 150 000 lettres. Dans l'arrondissement, les gens le savent. Je réponds aux gens, je reçois les gens, je les vois, je réponds à leurs préoccupations. Je suis très proche des habitants. Et donc, je me dis, tiens, c'est curieux. Je dis, ah bon, je vous ai pas répondu. Oui, je vous ai écrit plusieurs fois. Donc, je dis, vous venez avec moi, je vais demander à mon directeur de cabinet de retrouver votre courrier, parce que je suis un peu étonnée que je vous ai pas répondu. Sympa. Et donc, j'arrive, il y a le bureau de ma secrétaire et mon directeur de cabinet, et je dis, il y avait la secrétaire, elle s'appelait Nathalie, je dis, Nathalie, madame me dit qu'on ne répond pas à ses courriers, est-ce que vous pourriez regarder? Mais très sympathique, la fille. Et elle lui dit, quel est votre nom? Donc elle donne le nom, et je vois ma secrétaire qui se liquéfie. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoutez, madame le maire, retournez à votre activité, et je m'en occupe. Là, vous avez compris que c'était pas... Non, pas du tout. Non, je me suis dit, bon, soit vous avez aussi des gens qui peuvent vous écrire 22 fois pour le même truc. Oui, je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui a dû énerver tout le monde. Et puis bon, voilà. Donc je la laisse avec elle. Et puis, je vois la police débarquer
en se disant mais c'est la personne qui vous harcelait. Mais en fait, moi, je reçois beaucoup de courriers où ça insulte, où ça harcèle. Ah, il y a ça aussi, ouais. Ou des gens qui disent je suis amoureux d'elle, elle est à moi, je la veux. Et en fait, tout ça était soit mis à la poubelle par ma secrétaire parce que ça lui faisait peur, elle me le donnait pas, soit elle transmettait à la police. Et en fait, cette histoire, je la connaissais pas. Donc ma secrétaire m'a dit mais c'est la dame d'ailleurs, on vous l'avait pas dit, elle vous harcelait par courrier et on l'avait donnée à la police et elle avait été internée. Ah, waouh! Voilà. Et donc, quand elle est sortie, elle est venue. En fait, elle regardait toutes les activités qu'elle a à la mairie et elle essayait de venir à chaque fois pour pouvoir m'approcher. Donc voilà. Donc ça peut effectivement effrayer. Mais sinon, globalement, j'ai jamais eu d'agression. Mais visuellement, elle était normale quand elle vous a parlé? Ah, totalement. Oui. Comme moi, je vois par exemple. Vous avez des gens qui veulent prendre une photo avec vous et qui essayent de vous approcher, ou ceux qui essayent de vous embrasser, qui se cramponnent un peu trop sur vous, qui vous alpaguent un peu fermement. Voilà, mais ça arrive. Ah, ça arrive. Et là, on parle de gens un peu fans, un peu trop, avec la dame et tout. Et vous recevez des lettres aussi régulièrement d'hommes qui ont envie de vous rencontrer, qui vous courtisent par lettres? Alors ça, oui, c'est arrivé évidemment, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a même certaines lettres qui vous donnent envie de rencontrer la personne. Ça peut donner... Voilà, où vous fantasmez les choses. Et non, le plus drôle, c'était quand j'ai été nommée garde des Sceaux, et l'établissement pénitentiaire à côté de Chalon-sur-Saône, où évidemment il y a des détenus que je connaissais, qui sont des amis d'enfance. Ah bon? Et donc, qui m'écrivaient en disant, on est fiers de toi, vraiment bravo, on t'a vu à la télévision. Ils sont détenus, les gars. Hein. Et donc... Et les courriers, c'était... donc, ils nous envoyaient, et puis au dos, c'était écrou, numéro tant. Alors, le numéro d'écrou, c'est le numéro d'immatriculation, en fait, le numéro de détenu. Voilà, numéro et donc le secrétariat était toujours un peu gêné que je reçoive, parce que je recevais beaucoup de lettres de détenus, soit qui faisaient un commentaire sur mon action, soit qui considéraient que j'étais courageuse, soit certains qui disaient « Ah, franchement, tu nous redonnes de la fierté, nous, on a raté notre vie, si on en est là. » Et d'ailleurs, des filles détenues. Et donc, ça m'avait quand même toujours un peu touchée, ce côté-là, important. Et d'ailleurs, on avait des remontées, parce que moi, comme garde des Sceaux, j'ai eu un attachement à ce jour, l'administration pénitentiaire, qui est une administration courageuse. Les surveillants, les chefs de détention, c'est tellement pas facile, c'est tellement compliqué, parce que souvent, on parle des conditions de détention et on pense aux détenus, et on oublie les conditions de détention, conditions de travail pour le personnel pénitentiaire. J'ai une immense admiration pour eux. Et on comprend pourquoi il y a des officiers de sécurité, quand on vous écoute parler, là, avec effectivement des lettres et des fans de vous qui deviennent vraiment très fans. Vous avez eu des nouvelles de celui qui habitait à 2300 pas? Non, mais il m'envoyait des fleurs tout le temps. Mais ça, c'est le côté sympa, mais... Ouais, alors il y en avait un, je me rappelle, il m'écrivait des lettres enflammées. Et, je disais, mais il écrit vraiment bien et tout. Honnêtement, j'ai été tentée. De le voir? Ouais. C'est vrai? Ouais. Vous avez regardé sur Internet par la tête qu'il avait ou pas? Oui. Non, mais à l'époque, on n'était pas vraiment sur Internet. Mais il y avait quelque chose qui me titillait. Voilà. Après, c'est élégant d'écrire une lettre. Ça dépend comment c'est fait, mais si c'est juste une lettre, non, mais c'était des belles lettres. Ouais, puis je me disais, oh là là, il me parle comme j'aime qu'on me parle. Ah, c'est vrai? Parce que vous n'avez jamais trop parlé de votre vie privée, je ne parlerai pas, mais c'est volontaire justement pour ne pas avoir trop d'emmerde, en fait. Oui, et puis j'ai pas... ma vie intime, elle ne se passe pas dans le milieu politique, donc voilà, donc je préserve aussi... Ça pourrait, on rencontre son mari ou sa femme parfois au travail, comme tout le monde. Oui, mais pas moi. Non, mais comme ça me permet de faire ce que je veux et pas être dans... Et je ne suis pas dans l'univers de la personne avec laquelle je vis. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est sûr. On peut être en couple avec une autre personne qui fait le même métier quand on est en politique? J'ai jamais posé... J'en sais rien, mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Voilà. Et pardon, petite question, c'est quand même surprenant. Vous parliez de votre fille avant, si vous voulez bien revenir deux secondes dessus. Il y a une tentative d'enlèvement, c'est qu'on se rende compte quand même jusqu'où ça peut aller quand on fait de la politique. Comment vous l'avez appris qu'il y avait une tentative d'enlèvement à la... Parce que la personne a appelé en demandant une rançon. Donc voilà, aussi bête que ça. Elle était à la crèche et vous l'allez chercher à la crèche? Oui. Ça vous a pas dissuadé à un moment donné, dans votre métier, de se dire attends, est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que finalement le jour vaut la chandelle? Il y a eu un moment où il y a eu un gros problème de santé et je me suis interrogée très sérieusement. Et d'ailleurs, pendant cette période,
J'ai été moins présente, par exemple, au Conseil de Paris et autres. Et vous voyez, je vais vous donner un détail. J'avais fait prévenir au cabinet de Anne Hidalgo pendant le Conseil de Paris, en faisant passer le message qu'il y avait un souci grave avec ma fille. Et je pensais qu'on allait en tenir compte pour éviter certaines outrances qui existent dans la vie politique, évidemment. Et à ce moment-là, Anne Hidalgo et certains de son équipe en ont profité. Et donc, j'ai pas trouvé ça élégant. Moi, je ne le ferai jamais. Voilà, moi, j'ai trop de respect pour la vie. Je trouve que la vie est trop courte. Je trouve que déjà, c'est pas facile pour nos entourages, pour les personnes avec lesquelles vous vivez, de supporter ce que nous vivons. Nous, on l'a choisi, pas eux. La vie politique. Voilà. Ouais. Et donc, ou la vie publique, hein, c'est pas uniquement pour la vie politique. C'est valable pour les artistes, c'est valable aussi pour des chefs d'entreprise. Et je trouve que, voilà, c'est peut-être le seul moment où je me suis interrogée. Voilà. Et sans rentrer dans les détails, c'est le fait de mal vivre les attaques que vous avez pu vivre. C'est un rapport avec ça? Oui, parce que la vie politique. L'entourage, et ma fille en particulier, prend ça au premier degré. Voilà, donc ça génère des angoisses qui peuvent conduire au pire. Donc maintenant, je fais très attention. Mais il faut expliquer. Moi, je dis que, voilà, que la politique, je l'ai choisie. Parce que parfois, elle a le sentiment que je suis contrainte de faire ce que je fais et que cette contrainte m'oblige à supporter la violence, le pire, les outrances, la totale. Donc c'est pour ça que parfois, je suis en surréaction sur certaines réactions. Parce que quand vous avez des journalistes qui écrivent n'importe quoi, ils ne se rendent pas compte. Voilà. Surtout quand c'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est aller jusqu'où pour comprendre ce que vous vivez, ce qu'elle a vécu? Et du jour au lendemain, elle ne pouvait plus marcher et elle ne sentait plus son corps. Voilà. Donc, et ça a pris plus d'1 an. Voilà. Donc voilà, donc c'est des moments où, quand vous êtes face à ça, d'abord vous ne comprenez pas, ensuite vous culpabilisez, après vous dites c'est forcément à cause de moi, et puis quand il n'y a pas de mots là-dessus, quand vous ne savez pas, forcément, ça bouscule tout, ça bouleverse tout. C'est un choc émotionnel, avec des messages qui fait qu'on ne ressent plus son corps? Oui, ce sont des troubles qui sont bien identifiés et qui sont assez rares, mais qui sont très graves. Je ne savais pas, j'avais jamais entendu. Et ça revient après, petit à petit, en retravaillant? Mais et les rechutes sont régulières dans ces cas-là. Voilà. Donc, à chaque moment un peu compliqué ou douloureux, et il y a des rechutes. Donc le tout, c'est que la rechute ne soit pas une rechute définitive. Est-ce que votre fille va mieux? C'est ça qui est important. Oui. Elle est accompagnée. C'est en bonne voie? Voilà. Oui. Dans les rumeurs sur vous, il y avait le père de votre fille. Vous avez voulu le garder secret? Oui, mais voilà, ça contribue aussi. Les gens ne se rendent pas compte du mal qu'on fait aux enfants. Voilà, moi, j'ai pas voulu évoquer ma vie intime à l'époque, et puis j'estimais que voilà. Et que du coup, il y a eu 50 noms qui sont sortis. Oui, mais ça vous a fait marrer ça de voir ça? Non, moi, ça me fait pas marrer parce que je vais vous dire, il y a un enfant là-dedans. Oui. Voilà. Et on le voit quand vous l'expliquez là. Et je trouve que c'est assez compliqué pour elle. Avec un père connu et une mère connue, c'est déjà très compliqué. Donc, elle n'avait pas besoin de ça, en tous les cas. En tout cas, c'est pas drôle. Voilà. Vous l'avez révélé après, le nom? Ou c'est des journalistes qui l'ont trouvé? Non, j'ai pas révélé. Il y a eu des enquêtes dans tous les sens. C'était assez sale, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait un livre qui a été épouvantable, qui avait été écrit par 2 journalistes sur des ragots, évidemment suggérés par certains. C'était un livre de journalistes qui ont toujours aujourd'hui pignon sur rue et qui ont écrit des horreurs là-dessus. Et ça, c'est impardonnable. Impardonnable. Vous oubliez pas? C'est impardonnable parce que vous les associez forcément à ça. Et puis quand vous avez un enfant qui vit mal tout ça, forcément, vous ne pouvez pas pardonner. Voilà. C'est une mère, hein? Non, mais c'est la nature humaine. Si je vous évoque cette histoire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes indifférent à ce genre de situation. Et quand on devient père, on change. Quand on devient mère, on change. Donc après, on sait très bien tout ce qui touche à ça. Oui. Je vais juste faire un récapitulatif de votre carrière rapidement, avant de parler de la suite. Mais 2002, vous devenez conseillère
de Nicolas Sarkozy. On parlait avant des lettres que vous l'avez écrites avant. 2007, vous allez devenir porte-parole de Nicolas Sarkozy, justement quand il va devenir après président, maire du 7e arrondissement en 2008, encore aujourd'hui, du coup. 2009-2019, député européen, et 2024, donc, ministre de la Culture dans le gouvernement de Gabriel Attal, puis François Bayrou, puis Sébastien Lecornu, là. On va reparler de ça, juste nomination comme garde des Sceaux. Je vais juste revenir dessus parce que c'est impressionnant. À 41 ans, vous êtes la plus jeune ministre de la Justice qu'on ait connue. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que quand on a 41 ans, on n'a pas le syndrome de l'imposteur, mais est-ce qu'on n'a pas, quand on arrive le premier jour, c'est ce que nous disaient certains politiques, qu'on a reçu le premier jour, on a le truc de ouf, on a un sac à dos très lourd à porter? D'abord, cette nomination, moi j'ai pensé à mes parents, d'entendre résonner le nom de mon père dans la cour de l'Élysée, c'est très fort. Et mon père était encore en vie, il a été incapable de dire 3 mots. Et il était là? Il était chez ma sœur. Et je ne voulais pas lui confirmer tant que le nom n'avait pas été annoncé par le secrétaire général, d'une part. Et d'autre part, au moment, par exemple, de la réforme de la Constitution, que j'ai portée en 2008, on avait utilisé la machine à sceau pour sceller la Constitution révisée. Avec la cire. Voilà. Et mon nom, donc le nom de mon père, est à côté de celui de Michel Debré. Donc, je me dis, en une génération, des parents qui ne savaient pas lire, pas écrire, qui sont venus immigrer en France, et leur fille est devenue garde des Sceaux. Je trouvais ça assez extraordinaire. Et moi, je me souviens quand il était avec sa sœur, parce que maman était déjà décédée, et alors elle qui venait du fin fond du Maroc, et donc mon père est devant la télé, et donc quand j'arrive, je lui dis ça y est, c'est fait. Et il me regarde, il dit pas un mot, et ma tante qui dit, enfin je vois pas ce que ça apporte d'être ministre de la Justice. T'es pas marié, il vaut mieux être marié. Parce qu'un mari, ça reste plus longtemps qu'un ministre. Et ça m'a fait sourire parce que on n'avait pas les mêmes échelles de valeur. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ça a bouleversé la famille, ça c'est sûr. Votre mère vous a pas vu du coup Non. Elle m'a vu prêter serment, rendre la justice au nom du peuple français dans la robe magistrat. Elle était en chimiothérapie et elle a pleuré. Elle a pleuré en disant, voilà, elle me disait toujours, maintenant je peux mourir tranquille. Voilà, tu es arrivé à quelque chose qui me touche au plus haut point. C'est un regret qu'elle ne vous ait pas vu, j'imagine. Oui, alors moi je pense, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'elle déjà, donc on parle d'elle tout le temps parce qu'elle a vraiment fortement habité nos vies. Et donc avec mes sœurs, avec des amis, les réflexions qu'elle faisait, le bon sens, le côté drôle, donc on parle d'elle tout le temps. Vous avez un lien fort avec Nicolas Sarkozy, vous le disiez avant. Qu'est-ce qui vous a appris en politique, qui vous a servi? Si vous a dit un truc, quelque chose, une phrase qui est restée? Il m'a appris une chose, il a dit, il faut faire les choses, ne jamais attendre. Quand il y a des choses à faire, il faut les faire. Quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Il faut avancer. Il faut faire les choses vite. Et donc ça, j'ai appris avec lui ce côté-là de la politique qui change la vie des gens. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'on oublie aussi les réformes qu'il a portées pendant ce quinquennat, des choses qui n'ont jamais été remises en cause à ce jour. Et donc, moi, je trouve qu'il a été un grand président, mais il fait partie de ma vie, oui, comme aujourd'hui Emmanuel Macron. Vous l'avez vu l'émission de Nicolas Sarkozy qu'on a faite avec lui? Oui, oui. Mais je le reconnais. Ah. Il s'est vraiment livré. Pendant 1h30, c'est assez rare. C'est quelqu'un qui est très lisible. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la France. Et je lui disais toujours, mais vous êtes le plus français des hommes politiques que j'ai pu connaître. Il aime la France dans toutes ses dimensions, dans toute sa diversité. Et c'est ce qui me plaisait chez lui. Puis je me rappelle quand il faisait des meetings, il me disait, tu m'enlèves là, tous les institutionnels et tous des premiers rangs. Il me dit, je veux voir les gens. Je veux voir comment ils réagissent à mes discours. Je veux être en direct avec eux. Voilà. Et ce côté-là de proximité, en tout cas, ça faisait écho chez moi. Il y a des articles qui sont sortis, comme vous avez beaucoup de frères et sœurs, vous êtes quand même 11, sur certains de vos frères qui pouvaient avoir un lien avec de la toxicomanie. Vous avez réagi dessus. Est-ce que vous avez pu parler à vos frères quand il se passe quelque chose comme ça? Comment ça se passe quand on est ministre et qu'il y a... Quand je suis devenu magistrat, il y avait déjà des difficultés. Mais bon, moi j'ai toujours été sans concession. Ça a été le grand chagrin de maman, enfin de mes parents.
parce qu'ils n'auraient jamais imaginé être confrontés à un enfant toxicomane ou à des enfants concernés par du deal, parce que la toxicomanie entraîne à un moment donné à ce que vous puissiez aussi avoir d'ilier pour avoir votre consommation. Donc ça a été un grand chagrin, une grande douleur pour la famille. Après, les journalistes l'ont instrumentalisé, s'en sont servis, y compris des responsables politiques s'en sont servis contre moi. Et je disais toujours, quand il s'est agi ou de Jack Lang ou de Jean-Louis Debré, qui ont connu ce genre de difficultés dans leur famille, on considérait que finalement, que c'était presque artistique pour ces familles, et pour nous, on était des grands voyous. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on n'emploie pas les mêmes vocabulaires quand il s'agit de moi ou d'une autre responsable politique. De la même manière, on ne traite pas les difficultés familiales quand il s'agit de ma famille ou quand il s'agit d'une famille plus établie. Voilà. C'est fou, c'est que vos parents, ils ont à la fois une ministre de la justice au même moment, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même éducation. Surtout quand vous avez une famille. Il y avoir un chemin différent. Oui, et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Hein, sur les 11 ? Ah oui. On ne fonctionne pas pareil, on n'a pas les mêmes visions sur les choses, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Voilà. Quand vous devenez ministre, que vous gagnez votre vie, que vous avez un travail finalement depuis le début, hein, vous avez dit j'ai jamais quasiment eu de chômage, vous avez enchaîné, travaillé tout le temps, bosser. Est-ce que votre famille, parfois, ou des gens de l'entourage, on le voit dans certaines familles de footballeurs, par exemple, sans les citer, on s'en fout, mais vont faire des coups un peu pour avoir de l'argent? Est-ce qu'ils vous ont... Oui, c'est vrai que moi j'avais été assez touchée par certains footballeurs où ils ont eu des problèmes familiaux. Je me rappelle d'un documentaire qui était passé sur Canal+, où il y avait 2-3 footballeurs qui avaient dit dès lors on a réussi notre vie, on a bien gagné notre vie, on était devenu un peu une difficulté familiale. Parce que ça crée des problèmes, en fait. Ça crée des problèmes parce qu'on a l'impression que c'est plus facile pour vous, vous avez tout, vous gagnez tout, et que tout est simple pour vous. Donc ça peut arriver, c'est vrai que ça peut poser des difficultés, et donc parfois... vous le payez, dans tous les sens du terme. Parfois, ça peut vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir aider tout le monde quand on réussit comme ça? Alors, mes frères et sœurs, moi, alors, sauf cas de difficulté, je fais bloc. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi, je fais bloc? Je suis là. Voilà. Moi, je leur dis, tant que je suis là, il ne peut rien vous arriver. C'est un peu la chef de famille aujourd'hui? Oui, mais après, mes parents, quand ils sont décédés, avant de décéder, ils m'avaient dit est-ce que tu peux t'occuper de nos frères et sœurs? Ils n'en avaient pas non plus beaucoup. Et donc, moi, j'ai accompagné ma tante jusqu'à ce qu'elle décède, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Là, maintenant, on est devenus les plus âgés des générations familiales. Donc, j'ai des cousins et des cousines que je continue à aider, que je continue à porter. Et je considère que c'est normal, voilà. En 2007, vous avez fait la une de Paris Match en robe léopard rose. Je vous le mets à l'image si vous voulez, si vous nous regardez, si vous nous écoutez en podcast audio. Bon voilà, c'est une robe léopard rose. Ça a fait beaucoup parler à l'époque, commenter vos tenues, etc. Est-ce qu'il y a des looks qu'on peut pas se permettre quand on fait de la politique? Est-ce que vous êtes dit déjà, il y a des robes que vous trouvez trop belles et vous dites ah non là c'est trop. Non, on vous refuse ce qu'on accorde aux autres. On vous refuse parce que vous n'êtes pas des leurs. Voilà. Est-ce qu'on a refusé que Madame Lagarde ou Madame Alliot-Marie soient habillées en Chanel? Est-ce qu'une seule fois vous avez vu, d'ailleurs, ou Nathalie Kosciusko qui revendiquait d'être en Céline ou en Hermès? Est-ce qu'on leur a contesté ça? Jamais. Et moi, vous avez emmerdé avec ça? À ce jour. Voilà. Encore aujourd'hui, ouais. Oui, alors que, bon, c'est comme quand on a dit, que j'avais des Louboutins, je n'ai jamais eu de paire de Louboutins. C'est pas une... Non, mais c'est même pas la question. Ça aurait plu au monsieur qui faisait le bouc de vos pieds, de toute façon. Exactement. Moi, maman était couturière, et elle a toujours considéré que c'était respecter les autres que d'être bien habillée. Moi, je considère que je représente une institution, et donc d'être bien habillée, c'est respecter l'institution que vous représentez. Voilà. Dans les rumeurs sur vous, il paraît qu'elle fait de la boxe. J'ai vu un truc assez drôle. Vous m'avez dit, vous pouvez poser toutes les questions, donc je vous la pose. Que parfois vous pensez à des adversaires politiques quand vous faites de la boxe. Non, c'est mon coach Karim, que j'adore. Parce qu'il me dit, ici, c'est pas un spa, on fait pas de la boxe. C'est pas de la boxe pour filles. Et j'adorais la salle qu'il avait. Vous en faites toujours?
Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai adoré ou Jean-Paul Mendy ou Souleymane Sissoko et le frère de Brahim Asloum. Ce sont des coachs extraordinaires. Et le grand boxeur Dida, voilà, que j'aime beaucoup. Et il y a une histoire avec Nicolas Sarkozy, quand vous l'accompagnez en déplacement, vous avez mis là une claque à quelqu'un. Ça, c'est vrai ou pas, cette histoire? Non, on avait un déplacement, c'était dans l'Est de la France. Et on allait dans des endroits vraiment improbables. Et un jour, il y avait une meute de jeunes. Et il y avait un grand type avec une casquette à l'envers. Et qui commençait un petit peu à vouloir se la raconter. Hein. Et donc là, déjà, je lui ai enlevé... je lui ai tapé sur la casquette. Et donc il m'a regardé, il devait faire 1m90, un gaillard. Hein. Et il m'a regardé, je lui ai dit d'abord, 1, t'enlèves ta casquette, parce que tu parles au ministre de l'Intérieur, et 2, tu te comportes autrement. Et j'ai vu Nicolas Sarkozy tétanisé pendant 30 secondes en se disant, le truc va vriller. Et en fait, il a enlevé sa casquette, et après il l'a appelé monsieur le ministre, et donc voilà. Mais c'est des moments qui sont assez marquants. En 2020, vous avez vous lancé en campagne pour la mairie de Paris, face à Anne Hidalgo à l'époque. Vous n'avez pas été élu maire de Paris, face à 48,49 des Parisiens ont voté pour elle, 36,13 pour vous. Comment vous le vivez en tant que femme politique? Il y a des échecs, des succès, vous avez une belle carrière, des ministres aujourd'hui. Comment vous le vivez intérieurement à l'époque? Est-ce que vous dites, rendez-vous dans... Non, mais après, moi, je trouve que celui qui n'a pas intégré que dans la politique, on pouvait perdre, il ne faut pas qu'il fasse de politique. Donc voilà, donc à l'époque, comme je vous ai dit, je suis allée en vent contraire sur ma famille politique ne m'a pas soutenue, sauf quelques-uns, il faut dire la vérité, que ce soit Michel Tabarot, il y avait Laurent Wauquiez à l'époque, Xavier Bertrand, Jean-François Copé. J'ai eu comme ça des personnalités qui m'ont soutenue dans ce combat parisien. Et puis Agnès Buzyn, qui ne voulait pas se représenter au deuxième tour, s'est représentée. Et donc j'ai eu ce croche-patte de dernière minute. Mais bon, voilà, ça c'est la vie politique. Voilà. C'est les torpilles qui arrivent de... Oui, mais ça c'est comme ça. Ouais, j'ai fait le maximum. Voilà. On se prépare à être trahi par tout le monde en politique au cas où? On sait que ça peut arriver. J'ai toujours fait confiance. J'ai des amis d'une vie. Moi, je trahis pas les gens qui m'ont tendu la main. Je trahis pas les gens. Moi, je vois quand Emmanuel Macron m'a proposé d'être ministre de la Culture, je lui suis infiniment reconnaissante. Voilà. C'est quelqu'un que je ne trahirai jamais. Voilà. Donc, donc, c'est la manière. J'allais dire, c'est une manière d'être. Il y en a qui regardent les vidéos quand vous affrontez avec Anne Hidalgo, c'est devenu limite un running gag. Vous regardez comment vous allez vous écharper, vous envoyer des missiles. Vous dites la politique, c'est pas la guerre, donc on peut être opposé sur plein de projets, mais on se respecte. Est-ce que Anne Hidalgo était une bonne maire de Paris? C'est quoi votre opinion sur la ville de Paris? Si vous y venez en week-end, si vous êtes touriste, c'est intéressant aussi d'avoir votre avis à vous. Non, mais globalement, alors, évidemment, je ne peux pas vous dire qu'elle a tout fait mal. Mais c'est vrai que d'abord, moi, je ne l'ai jamais connue vraiment en fonction. J'ai connu le mandat de Bertrand Delanoë. Et donc, je n'ai jamais travaillé avec elle. J'ai beaucoup travaillé avec Bertrand Delanoë, il faut dire la réalité. On n'était pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout, mais on parlait politique. On avait des désaccords profonds, mais d'abord, il consultait les maires d'arrondissement. Il les écoutait et il les recevait. Ce que ne fait pas Madame Hidalgo. Et le point de bascule a été la violence de la campagne de 2020. Dès lors où les sondages, parce qu'au premier tour, on est quasiment au même niveau, elle se rattrape parce que les Verts se rallient à elle. Si Agnès Buzyn s'était ralliée, on aurait pu emporter Paris. C'est comme ça. Et donc, pour elle, le risque de la défaite l'a rendue méchante. Et je trouve ça dommage, parce que par ailleurs, c'est vrai qu'elle est tenace, elle résiste. Mais ce qui est très frappant quand vous regardez, elle n'a pas d'amis et elle n'a pas d'alliés. C'est très frappant. Et moi, je trouve qu'en politique, et vous ne gagnez pas tout seul, et vous pouvez pas... Moi, j'aime la politique. Pourquoi? D'abord, j'aime la politique comme un combat collectif. Moi, j'ai des amis en politique. J'ai fait campagne avec des amis, de manière... même quand on perd, on se marre. On est ensemble. Ouais. Oui, puis on est ensemble et on se marre. Et moi, je la trouve assez seule. Voilà, donc ça ne doit pas être marrant tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a bien fait en tant que maire et qu'est-ce qu'elle a mal fait d'après vous, par rapport à ce que vous proposerez après?
Sur les pistes cyclables, c'est Bertrand Delanoë qui l'a amorcé, qui était issu du Grenelle de l'environnement, il faut dire la réalité. Les pistes cyclables dans les Beaucoup métropoles. de pistes cyclables en quelques années à Paris. Si vous venez, vous verrez, c'est assez frappant. Voilà, après, moi d'abord, il y a quelque chose qui frappe et qui frappe tout le monde, la ville est sale. Elle est sale, voilà. On va arriver, on a consacré jusqu'à maintenant plus de 600 millions d'euros pour la propreté. Je trouve qu'on ne s'y retrouve pas. Les Parisiens n'en ont pas pour leur argent. Elle a augmenté la taxe foncière de plus de 600 millions. Est-ce qu'il y a eu un changement majeur dans la qualité de vie ? Sur la propreté, sur la sécurité, sur la mobilité, sur le cadre de vie, sur la végétalisation. Regardez les places, les grandes places, que ce soit Bastille, la République, elle a minéralisé les places. Et donc, je trouve ça regrettable. Voilà. Est-ce que c'est une première étape, la mairie de Paris, pour après être présidente? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Moi, j'aime l'action, et j'aime l'action qui est où quand vous vous engagez, vous faites, et vous pouvez contrôler ce que vous avez dit et ce que c'est fait. Donc, pour moi, la maire, c'est pour la politique, c'est une bonne échelle. Donc voilà. Donc moi, je rêve d'être maire de Paris, et je fais tout pour être maire de Paris. Vous n'y avez jamais pensé être présidente? Là, vous êtes pour l'instant, aujourd'hui, tournage en tête des sondages à Paris. Est-ce qu'on se dit pas, tiens, est-ce que finalement, il n'y a pas un truc supérieur encore au-dessus, on pourrait aider tout le pays? Non, parce que la vie, c'est pas comme ça. Vous avez des objectifs, il faut vous réaliser dans les objectifs que vous vous assignez. Peut-être un jour, après, si vous voulez. Non, mais moi, je ne sais pas vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Non, c'était juste pas une question piège. Je me suis demandé si... Non, c'est pas une question piège. Je dis que moi, je mets toute mon énergie pour devenir maire de Paris. Voilà, moi, je veux que la vie des Parisiens change. Je trouve que cette ville, qui est la ville de tous les grands destins, de tous les destins, quels qu'ils soient d'ailleurs, faut que cette ville retrouve ce lustre-là. La ville où on se réalise, la ville où on est libre, la ville où on peut bouger sans risque, où on peut, qu'on soit dans le 18e ou dans le 7e, qu'on ait les mêmes chances. Il faut redonner cette vitalité-là à Paris. Paris se vide des forces vives. Il y a plus de 125 000 Parisiens qui ont quitté Paris. Il y a plus de 30 000 enfants qui ont quitté les écoles. Est-ce que c'est Paris, quand on a une ville qui ferme des écoles entières? C'est pas Paris, ça. Est-ce que quand un candidat ou un homme politique, j'ai vu Gabriel Attal, vous lâchez puis aller tracter avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous écrivez en perso? Non, je m'en fous, honnêtement. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les Parisiens. Là, ce qui est unique et inédit, c'est la première fois que les Parisiens pourront voter directement pour leur maire. Donc voilà, moi je leur dis, avec moi, votre vie va changer, Paris va changer. Ça sera une ville plus propre, plus sûre, on pourra mieux circuler, on pourra mieux s'y loger. Et donc, moi je prends des engagements que je tiendrai. J'ai fait mes preuves comme garde des Sceaux, j'ai porté des réformes très lourdes qui n'ont jamais été remises en cause. J'ai fait mes preuves aussi comme ministre de la Culture, sur des sujets majeurs. J'ai fait mes preuves aussi comme maire, en étant à l'écoute des habitants, dans le 7e arrondissement, et donc je tiendrai mes engagements. Il y a quelque chose aussi, j'ai vu sur Internet, vous avez eu un mariage forcé à 26 ans. Vous avez une vie rocambolesque, c'est-à-dire que par rapport à... Parfois, on ne sait pas trop quoi dire. Vous, il y a 50 pages, et il y a toujours quelque chose à dire. Et encore, on ne sait pas tout. Et encore... Il paraît que vous avez beaucoup de choses. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Je ne sais plus qui a dit. Vous vous rendez pas compte à quel point Rachida Dati a tellement de dossiers, c'est tout le monde et connaît tout le monde. Non, je connais beaucoup de monde, ça c'est vrai. J'ai eu 1000 vies. J'ai fait beaucoup de choses. J'aime les gens, donc je me suis intéressée à plein de situations. J'ai vécu des situations improbables. J'ai rencontré des gens exceptionnels, des gens rares. J'ai rencontré aussi des gens qui étaient terribles. Et donc voilà, ça c'est sûr que j'ai eu 1000 vies. Donc, est-ce que c'est vrai cette histoire de mariage forcé? Il y a eu vraiment... J'ai eu effectivement ce mariage parce que là où habitaient mes parents, il y avait un peu une pression sociale parce que l'endroit où j'habitais, les jeunes filles ne faisaient pas d'études. Et pour faire des études, il fallait quitter la ville. Et donc, on disait, ceux qui vont dans la grande ville, qui partent à Paris, c'était soit pour se prostituer, soit pour avoir une mauvaise vie. Enfin, en tout cas, c'était pas une vie pour nous. Voilà, c'était ça. Mon père a accepté que je parte faire des études, que je parte à Paris, et donc il y avait quand même quelques rires sous cap en disant, puis elle n'est pas mariée, et puis elle vit à Paris, il n'y a pas de contrôle. Donc ils imaginaient le pire.
Et après, matériellement, moi, je leur ai acheté une maison, je leur ai acheté une voiture, une machine à laver, le téléphone. Donc, ils se sont dit, ce changement de vie, c'est pas les études. Et donc, il y a eu une demande en mariage. J'étais en Algérie. Et j'ai accepté, mais je ne souhaitais pas me marier en Algérie. Donc je souhaitais évidemment, s'il y avait un mariage, que ça se passe en France pour aussi me protéger au cas où. Et donc je me suis mariée le 14 novembre 92, et puis le 23 décembre, j'étais dans le bureau du procureur. Voilà. Pourquoi ? Voilà, et après, parce que ça se passait très mal, et puis après, j'ai mis 3 ans pour obtenir l'annulation du mariage. 3 ans. Voilà, C'est long, la justice en France, c'est voilà, long. Et après, Marceau-Long avait demandé à Jacques Attali, qui était président de la Banque européenne à Londres. Qui était Marceau-Long, pardon ? Qui était le vice-président du Conseil d'État. Et Jacques Attali était membre du Conseil d'État. Et comme il avait été nommé président de la Banque européenne à Londres, il lui avait demandé s'il ne pouvait pas me recruter, parce que moi, il fallait que je quitte le pays. Pourquoi ? Pour des tas de raisons. Donc je suis partie à Londres et j'ai attendu que ce mariage soit annulé et je suis revenue. Incroyable. Et ça vous a blindé, ce genre d'histoire-là, que des journalistes sortent de vous? C'est pour ça aussi que Non, parce que ça vous blinde pas forcément, parce que d'abord, moi, j'aime pas qu'on touche à des sujets très sensibles de ma vie, et puis on vous caricature. Regardez, moi, quand je vois les mêmes qui s'attaquent au sexisme, au racisme, ce sont eux qui sont très racistes et très sexistes. Quand vous avez des unes, Rachida Dati, la sulfureuse, l'intrigante, la courtisane, vous voyez ce que ça veut dire. Donc eux-mêmes s'attaquent à ceux qui considèrent les femmes forcément comme des prostituées ou qui couchent pour réussir. Finalement, vous affublent de ces qualificatifs. Donc voilà. C'est quoi l'article qui vous a le plus touché sur vous ? Pas sur votre famille, je parle vraiment sur vous. Est-ce qu'il y a un truc, un jour, vous vous êtes dit là... Mais parce que moi, je vois là, je vous appelle sur des choses de votre vie privée, ça regarde personne, c'est pas interdit, je suis libre. Je suis libre, voilà. Et donc, on veut absolument raconter une histoire, votre histoire, qui n'est pas la vôtre. Et ils pensent que je cache des choses. Oui, je cache des choses, c'est vrai. Voilà. Mais je ne veux pas leur donner accès. Et donc, tout ça leur donne un goût d'intrigante. Donc voilà, oui. Mais, mystérieuse. Non, c'est pas du mystère. J'ai pas envie qu'on sache. Voilà. Comment vous faites ? Pas à la femme politique, mais comment on fait quand on veut qu'aucun journaliste sache, quand on a une relation, une histoire? Comment est-ce qu'on fait pour sortir? Non mais c'est une vraie question. J'y arrive. Faut pas aller dans des endroits où vous risquez d'être photographié. Mais c'est partout. Aujourd'hui, on a tous un téléphone. Oui, mais vous pouvez aller dans des endroits où vous n'êtes pas exposé. La notoriété, ça a été un problème pour vous après avec la carrière politique ou ça va? Non, mais vous pouvez pas faire. C'est sûr, vous pouvez pas embarquer dans un hôtel comme ça. Vous pouvez pas dire tiens. Comme une femme. C'est un week-end et puis voilà. C'est pas aussi. Ça complique un peu les choses. Mais sinon... Même pour faire un cadeau, vous voulez acheter un cadeau, un bijou à quelqu'un. Non, mais c'est vrai, vous allez dans une boutique, mais vous achetez pourquoi, madame, là? Tout de suite, il peut y avoir une info. Mais ça s'arrange. Petite question, j'ai vu que vous étiez retourné travailler 4 jours après votre accouchement seulement. C'est réel, ça? J'ai accouché le vendredi et je suis sortie le dimanche. Voilà. Et le lundi, j'étais au bureau. Il faut être solide pour retravailler directement. Non, mais j'étais vraiment heureuse. J'étais vraiment tellement heureuse. Puis après, j'ai enclenché la campagne des élections européennes dans la foulée. Voilà. En 2001, votre maman va décéder. Vous allez garder le secret de sa maladie. Comment ils vont le découvrir? C'est pareil, des journalistes qui vont aller chercher l'info? Non, d'abord en 2001... Je suis magistrat, je ne suis pas du tout dans la vie publique. Non, là où j'ai gardé un peu le secret, c'était vis-à-vis de mon père et de mes frères et sœurs. Parce que j'étais convaincue qu'elle allait s'en sortir. Et donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de faire de la peine, ou de créer du chagrin gratuitement. On va se battre, on va s'en sortir. Et elle va y arriver, et je l'ai accompagnée. Simone Veil m'a beaucoup aidée pour qu'elle soit bien soignée, bien prise en charge. Et malheureusement, elle est décédée. Et donc, elle est décédée évidemment de maladie, mais c'était aussi des femmes, comme pour mon père d'ailleurs. Ce sont des gens
qui voyait très peu le médecin. Moi, maman, elle voyait, par exemple, quand elle était enceinte, et elle voyait le gynéco au moment pratiquement de l'accouchement. Et donc, elle était malade, mais elle ne le disait pas. Elle perdait beaucoup de sang. Moi, je l'ai découvert par hasard, parce qu'à un moment donné, je suis rentrée à la salle de bain, puis il y avait une flaque de sang. Et donc, je m'en suis préoccupée. Après, elle me dit, mais non, c'est pas grave, je ne sais pas ce que j'ai. Et donc, je voulais pas, quand les médecins m'ont annoncé la gravité de son état, je me suis dit, on va y arriver, on va se battre, elle va guérir. Et ma dernière sœur était très jeune. Mon père était accablé et il ne s'imaginait pas vivre sans elle. Donc je me suis dit, je ne vais pas... Vous leur avez caché la gravité ? Je leur ai dit... Enfin, ils savaient qu'elle était malade, que c'était sérieux. Mais je leur disais pas, il y en a pas pour longtemps, ou on n'arrive pas à résorber la maladie. Et puis elle se battait aussi. Moi, je me souviens, elle faisait des chimios, et elle négociait à chaque fois avec le médecin pour faire le baptême de ses petits-enfants, aller au mariage de son fils. Et elle invitait le médecin, l'infirmière, ceux qui faisaient les traitements intraveineux. Pendant le mariage, elle levait sa robe dans la cuisine, elle se faisait ses injections et elle repartit sur la piste de danse. Et donc je me disais, avec cette force vitale-là, on va s'en sortir. Et puis, malheureusement, la maladie a pris le dessus. Donc, oui, ça, c'est vrai que j'avais en partie gardé le secret pour préserver et protéger la famille. Ouais. Vous dites, j'ai intégré la notion de la mort au décès de ma mère. Oui. C'est-à-dire que vous avez compris que vraiment... J'ai compris qu'on pouvait perdre les gens qu'on aime. Voilà. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on se dit, les gens qu'on aime sont éternels. Même dans votre histoire d'amour, quand vous êtes follement amoureux, vous dites, ça ne peut pas s'arrêter. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut faire attention parce que les gens qu'on aime peuvent partir. Et ils peuvent partir très tôt. Ils ne lui ressortent jamais, en plus, totalement, non ? Ça, c'est sûr. La mort d'une mère ou d'un père, j'imagine que... Oui, enfin, après, chacun son histoire avec ses parents. Mais moi, mon histoire avec mes parents a fait que ça a cassé quelque chose chez moi, c'est vrai. Votre papa va décéder en 2017. La veille du premier tour de l'élection présidentielle. Vous m'avez raconté une histoire de journaux. Mais il dit, pour le protéger, j'ai acheté beaucoup de journaux un jour. C'est quoi cette histoire ? Et des pneus. J'ai pas compris le rapport. Mais je vous pose la question. Non, parce que la discussion était décousue au marché. Il me dit, il y a une histoire avec mon père avec des pneus et des journaux. J'ai dit, oula. Parce que à l'époque, j'avais Voici, Closer et autres. Et puis un jour, je suis avec quelqu'un. On est, je crois que c'est en Italie, et on était attrapés sur des transats. La photo, vous voulez dire oui. Photographier. Et j'avoue, je ne suis pas vraiment à mon avantage, je ne suis pas très habillée. Et je me suis dit, mon Dieu, et ça faisait la une. Et on avait une maison de la presse, et mon père achetait tout ce qui me concernait à l'époque. Et dès qu'il y avait ça, on arrivait avec mes sœurs et on achetait toute la presse. On disait au type, vous nous mettez tout de côté, on paye tout. Et donc, pour pas qu'il ait le journal. Sinon, il y avait toujours un voisin qui, toc-toc, ah, t'as vu, il y a ta fille dans le journal. Et donc, il assumait pas, les Closer et Voici, il assumait pas vraiment. Si vous étiez en maillot de bain, c'est ça le problème ? Non, mais j'étais à moitié dénudée, avec quelqu'un qui ne connaissait pas. Et puis, vous connaissez le système de ces journaux, il suffit que vous soyez avec quelqu'un d'autre, on suppose que... Donc, ça donnait le sentiment que finalement, tout ça était très frivole. Et donc, on achetait tous les journaux à chaque fois, pour éviter qu'il à côté de chez lui ? Ah ouais. Ouais. Et un jour, il était en déprime totale, et il avait des pneus... dans son jardin, enfin bon, ne me demandez pas pourquoi. Et il avait un camion avec lequel on allait au Maroc quand on faisait les Chalon-sur-Saône, Casablanca, 5 jours de voiture. Et il avait ce camion qu'il avait acheté, qu'il avait gardé au musée. Mais maintenant, devant ce camion, ça rien, quoi. Il dit non. Ça vous regarde pas, je le garde. Et il changeait des pneus. Et un jour, il y avait un pneu, c'était fourgon Mercedes. Il y avait un gros pneu et il y avait une station-service qui vendait les pneus. J'ai cru lui faire plaisir et donc je vais acheter des pneus parce que je sais pas, il voulait pas acheter le pneu neuf. Il disait que c'était trop cher. Donc il voulait un pneu d'occasion. Enfin, il nous avait saoulés avec cette histoire de pneus. Donc je dis à ma sœur, va à la station-service, va lui acheter ses pneus et qu'on en finisse. Très bien. Donc on lui achète 2 pneus. Et neuf, et il dit à ma sœur, vous les avez vus où ? Elle dit, je ne peux pas lui dire le prix parce qu'il va nous dire, non mais c'est quoi, on ne va pas acheter des pneus à ce prix-là. Elle dit, oh non, t'inquiète pas, on a eu un prix, c'est la station-service, on les achetait à 20 €.
Donc mon père, il dit, ah bon? Et nous, on avait dit aux gars de la station-service, on connaît tout le monde là-bas, on lui avait dit, si jamais mon père, il vous demande, vous dites que vous nous les avez bradés à 20 €. Et ce qu'on s'est dit, il va vérifier. Donc, les pneus à 20 €. Et donc, il prend le pneu, il dit, oh, mais c'est génial. Franchement, j'ai jamais eu des pneus si peu chers. Le lendemain, il est parti à la station-service, il a dit au gars, je veux tous les pneus. Donc, il a repris tous les pneus, le gars gêné, il a dit, ah, mais c'est bon, je verrai avec Rachida. Donc, il a pris tous les pneus, et le gars, il m'a appelé, c'était 200 € le pneu. Et donc, il a dit, il les a tous pris. Et mon père, il dit, bah, j'ai jamais vu ces pneus-là à 20 €, tout neuf, donc je me suis ruinée en pneus, gratuitement, des pneus. D'ailleurs, quand il est décédé, les pneus sont restés dans le jardin de la maison. Donc, il avait à la fois le sens de l'argent, mais il se disait, c'est la bonne occasion. C'est comme une fois, je l'emmène à l'Esplanade, enfin, je ne devrais pas citer le restaurant dans le 7e arrondissement, et puis on prend un café, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux, on prend un café, et il regarde l'addition. Et il voit que le café est presque à 10 €. Oh, il me dit, qui boit un café à 10 €? Je lui dis, étant papa, c'est le 7e. Il me dit, jamais je bois le café à 10 €. Je dis, mais attends, maintenant c'est bon, ils nous l'ont servi, tu le bois. Il me dit, tu le bois si tu veux, si ça vous amuse de jeter votre argent par la fenêtre, pas moi, je ne bois pas ce café à 10 €. Donc voilà, il était très comme ça, et il s'arc-boutait jusqu'à s'énerver. Et un jour, je présente mon texte sur les peines planchées. Et donc, je fais une présentation d'abord à l'Assemblée, puis au Sénat. Et il est dans les tribunes. Et il note des trucs. Et donc, je dis, la délinquance a augmenté de 2,8%. Très bien. Et je vais au Sénat, je dis, la délinquance a augmenté de près de 3%. Donc, il sort, il dit, ça t'amuse de dire n'importe quoi? Après, vous vous étonnez qu'on n'aime pas les politiques. Mais quand les journaux, ils te critiquent, ils ont raison de te critiquer, tu dis n'importe quoi. Je dis, mais de quoi tu me parles? Il m'a dit, à l'Assemblée, tu as dit tant, et ici, tu dis un autre chiffre. J'ai dit, c'est pareil, 2,8, près de 3%. Non, 2,8, c'est pas 3. Donc il s'arc-boute, et il part, il s'énerve, il ne me parle plus. Voilà. Il vous disait qu'il était fier de vous? Jamais. Ah, c'est vrai? Jamais. Alors, il le disait à mes autres sœurs en disant que je serais toujours bénie, vu la manière dont je me suis occupée d'eux, avec maman. Mais moi, en direct, jamais. Et on s'accrochait, il faut dire aussi, on s'accrochait beaucoup. Vous croyez en la vie après la mort? Moi, je crois en Dieu. Vous leur parlez parfois à vos parents? Oui. Je fais des petites prières pour eux, enfin voilà, chacun... voilà. Chacun a sa vision, ouais, non mais c'est... Est-ce que vous avez parfois peur de manquer quand on a grandi comme ça, même quand on réussit dans la vie? Est-ce qu'on a toujours un peu peur de manquer? Est-ce qu'on a des réflexes de gens qui ont manqué? Oui, mais par exemple, vous voyez, c'est... Est-ce qu'à l'hôtel, vous prenez les petits trucs de café? Non, alors, ça, je prends pas... Non, ce que je prenais... Les chaussons? Non, je prenais, par exemple, il y avait des... je me rappelle des petits pains ronds. Et maman adorait les petits pains ronds, parce que c'était... ces petits pains ronds, c'était des trucs de riches, en fait, à l'époque. Et quand la première fois que j'ai voyagé, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 21 ans, et j'étais allée dans un hôtel où ils nous ont mis, pour le petit déjeuner, sur le plateau, les petits pains ronds. Donc à chaque fois je vois ces petits pains ronds, je pense à elle. Donc je prenais ça, je prenais des choses pour mes parents. Voilà. Et un jour, pareil, quand on nous a annoncé que maman, la maladie était vraiment grave, je leur ai offert un voyage en Égypte. Et au Liban, ils y sont allés, et donc j'avais tout payé. Et quand ils sont arrivés à l'hôtel, ils vidaient les mini-bars qu'ils donnaient à la femme de ménage. Parce qu'ils pensaient que le mini-bar était gratuit. Et donc moi, j'ai eu un prélèvement, j'ai cru, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on m'a dit, ce sont vos parents qui ont pris. J'ai dit, c'est pas possible, ils ne boivent pas d'alcool. Donc tous les petits trucs et tout. Oui, les mignonnettes là. Voilà. Et en fait, quand il y avait la femme de ménage, je leur disais, ah mais comme nous on va partir, c'est dommage que ça reste ici, prenez tout. Et donc les femmes de ménage embarquaient tout ce qu'il y avait dans les mini-bars. Et donc partout où ils sont passés, ils m'ont laissé des factures de mini-bars improbables. Donc, voilà. Donc ils étaient un peu comme ça, voilà. Et ça peut être très cher. Hein. Ah, je confirme que c'est très cher.
En parlant du Liban, on est allé faire Carlos Ghosn en interview. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou vu des extraits. On a reçu Carlos Ghosn, donc ancien PDG de Renault et Nissan. On a fait une super émission d'ailleurs avec lui. Il a accepté l'interview. Par contre, on a dû y aller parce qu'il ne pouvait pas sortir. Comme il a une notice rouge d'Interpol, ça l'empêche de sortir du pays. Comme il est parti du Japon, pour être précis, si vous n'avez pas vu l'émission, dans une malle suite à une affaire judiciaire. Enfin, l'histoire est très longue à résumer en une phrase, surtout celle de Carlos Ghosn, mais on le remercie encore pour l'invitation. Vous avez eu une affaire entre 2010 et 2012, vous êtes députée européenne. Il va faire appel à des avocats, des consultants extérieurs. En 2019, la justice française a ouvert une enquête pour savoir si vous avez travaillé, parce que vous avez gagné de l'argent comme une consultante, etc. Il y a le procès qui arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ouais, d'abord, moi j'ai été... Il a confirmé que vous aviez bossé avec lui. En tout cas, moi, il était toujours là. Oui, j'étais avocate du groupe Renault-Nissan. Et je ne regrette absolument pas d'avoir été avocate de ce premier groupe industriel français. J'ai non seulement contribué au développement de ce groupe industriel français dans des pays improbables, que ce soit l'Iran, la Turquie, l'Algérie et le Maroc. Et il m'avait demandé évidemment de pouvoir défendre les intérêts de Renault-Nissan dans ces pays, ce que j'ai fait, et d'ailleurs dont les résultats sont encore probants à ce jour et qui existent. Et donc j'ai été avocate en même temps que députée européenne. Et il y a eu quelqu'un qui a déposé plainte contre lui et pour lui nuire avait ciblé deux personnalités, Alain Boer et moi. Et donc, voilà, j'ai exercé comme avocat. C'est de l'argent privé, c'est pas d'argent public. Et la justice demande à ce que je justifie mon travail d'avocat, ce qu'on a fait dans le dossier. Et elle a toujours refusé d'entendre les personnes qui ont travaillé avec moi sur ces dossiers d'avocat, qui étaient à la fois sensibles et à la fois stratégiques. Ça a été un grand patron. Voilà. Carlos Ghosn ? Ah oui. C'est ce qu'il nous expliquait, puis on a regardé les chiffres, quand il y était, ça montait très très haut. Hein. Renault, Nissan... Non mais Renault était une petite régie. Renault, Nissan, Mitsubishi, pour être précis d'ailleurs. En France, il était patron de Nissan, effectivement il récupère Renault, Nissan, ils ont fait le premier groupe automobile mondial. Il ouvre des nouveaux continents, des trucs. Totalement, et il était reconnu partout dans le monde. Il avait quasiment un rang de chef d'État partout dans le monde. Il était reconnu pour cette réussite, et aussi pour son intelligence. Ça vous a surpris qu'il parte dans une malle, qu'il arrive à s'évader du pays? Vous vous avez dit, c'est pas étonnant vu le... Il a un mental hors norme. Il est hors norme. Il est hors norme. Est-ce qu'il faudrait un homme comme ça, à la tête de l'État, dans les prochaines élections qui arrivent? J'ai toujours considéré que la France, c'est pas une entreprise. Ah, c'est vrai? C'est pas une entreprise. On gère pas la France comme vous gérez une entreprise, c'est pas vrai. C'est pas le même métier? C'est pas le même métier. On entend souvent ça, il faudrait mettre un entrepreneur à la tête de l'État. Mais les Français sont pas des clients. Ce ne sont pas des utilisateurs. Non, mais dans le sens où un budget... Non, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. La France, elle a un patrimoine inestimable. Elle a des valeurs universelles que le monde entier nous envie. Et donc, c'est ce modèle-là qu'il faut préserver. Elle a aussi la force d'un État républicain qui force à la reconnaissance du mérite. Enfin, la France, c'est une idée, c'est une ambition, c'est une... voilà, c'est pas une entreprise. Il y a une phrase que vous avez dit dans le livre, vous dites « Je connais les secrets des uns des autres, je ne suis pas une grenade découpillée, mais je sais l'envers du décor. » Parce que il y en a beaucoup. Moi, je me souviens d'une phrase... pardon de l'expression, mais ça caractérise. Moi, j'ai été magistrat, enfin, j'ai une formation, j'ai des compétences, j'ai donc une légitimité qu'on m'a toujours contestée. Regardez, quand j'étais à la chancellerie, est-ce qu'une seule fois on m'a contesté une réforme ou une interview sur le fond ou techniquement? Encore une fois, j'ai une compétence et une légitimité qu'on me conteste, et en me caricaturant. Je disais tout à l'heure, moi je vois la presse, une certaine presse de gauche, et qui sont pour l'inclusion, pour le droit à la différence, surtout la lutte contre le racisme, mais ce sont les premiers qui exercent à votre encontre un racisme social, et ils ne supportent pas ce que vous êtes. Et d'ailleurs, eux-mêmes, je vois la gauche aujourd'hui, quand on voit le PS et la manière dont ils se battent avec LFI, c'est que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à LFI ont été ceux qui ont été instrumentalisés par les socialistes en disant « Restez bien à votre place, vous êtes des victimes, on va vous défendre, vous êtes différents, et donc on va parler pour vous ».
Et donc, à un moment donné, il y a certains jeunes, d'ailleurs, ont dit, mais nous, on n'a pas besoin de chaperon ni de tutelle, on peut parler pour nous-mêmes. Et donc, ils se sont retrouvés sans victime à défendre, sans charité à exercer. Et donc, voilà. Donc, moi, je considère que on m'a réduit tout souvent ou caricaturé ou attaqué de manière assez injuste, faut dire la vérité. Dans l'émission C'est à vous, vous avez vu un peu, à un moment donné, répondre à Patrick Cohen, et quelques temps, c'était en septembre 2025, pour être précis. La vidéo, je crois qu'elle est sortie un petit peu après. Je ne veux pas dire de bêtises sur le sujet. Vous vous rappelez ou pas de ça, non? Non, Quand vous êtes à l'émission, c'était après ou avant? C'était avant, hein. Non, alors... Quelques temps après, je dirais, elle est sortie. Quand je suis dans l'émission C'est à vous, où Patrick Cohen m'interroge sur l'affaire Renault, et il me dit, il y a d'autres affaires. Je dis, non, il n'y a pas d'autres affaires. Voilà, j'ai une affaire Renault qui n'est pas d'argent public, c'est de l'argent privé, c'est un contrat d'avocat que j'ai eu pour un groupe industriel français où je défendais leurs intérêts et qui n'a rien à voir, ce n'est pas de l'argent public. Et donc, il insistait en disant, s'il y a d'autres affaires, non, monsieur Cohen, il n'y avait pas d'autres affaires. Et c'est vrai que j'ai répliqué, parce qu'il y avait une enquête très documentée de Mediapart qui faisait état de harcèlement, d'un comportement absolument inacceptable de la part de Patrick Cohen au sein de la rédaction de France Inter. Il y a eu des signalements, il y a eu des personnes qui se sont considérées victimes de certains comportements de Patrick Cohen, qui ont été reçus et entendus au sein de la rédaction. Et donc, moi, j'ai dit, il me disait c'était faux. Donc, j'ai dit, voilà, quand il y a des enquêtes qui sont faites, tout n'est pas forcément vrai, puisque vous contestez une enquête qui est faite sur vous. Et donc, libre à moi de vous dire qu'il y a des choses qui sont fausses dans ce que vous dites. Donc, voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire en disant, vous, quand c'est vous, c'est non, et quand c'est moi, c'est oui. Donc, vous ne pouvez pas tout vous permettre sur moi. Parce que si je le fais à votre endroit, vous le contestez. Donc voilà, donc j'ai pas accepté la manière dont j'ai été traitée par ce journaliste sur des arguments qui étaient faux. Et donc voilà. Ensuite, évidemment, il y a eu cette vidéo qui est sortie où Thomas Legrand dit très clairement qu'avec Patrick Cohen, ils feront tout pour m'empêcher d'accéder à la mairie de Paris en s'occupant de moi. Donc voilà. Donc ce sont des journalistes. Qui était filmé à leur insu, c'est une vidéo qui a été filmée de loin dans le restaurant. Non, mais pour resituer la vidéo, voilà, donc quand vous voyez la vidéo, moi, j'ai pas voulu réagir, mais ça en dit long. Voilà. Donc, encore une fois, les mêmes qui ne supportent pas qu'on puisse dire des choses, d'avoir une pensée, sont dans un combat qui se disent neutres. En fait, ils sont dans un combat politique contre moi. Voilà. Donc, et cette vidéo, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de mal au service public et beaucoup de mal au journalisme. Parce qu'il y avait Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui sont journalistes, et puis 2 membres du Parti Socialiste, je crois, autour de table, si je dis pas de bêtises. Ils discutaient d'une stratégie pour m'empêcher de devenir maire de Paris. Voilà. Vous ne l'avez pas écrit en off quand il y a un truc comme ça qui tombe? Est-ce qu'on s'écrit à qui? Vous, directement. Est-ce que vous avez écrit à Patrick Cohen un message, un SMS en disant... Non. Voilà. Je pense que si ça avait été un autre média, d'une autre couleur politique, je pense que l'affaire aurait été beaucoup plus importante qu'elle n'a été avec ces 2 journalistes et les rédactions auxquelles ils appartiennent. On peut faire du mal à un politique en tant que journaliste? Pensez qu'on Bien sûr, peut ruiner une carrière politique? Mais certains le font. Certains le font. Certains journalistes ont écrit des articles et certains se sont excusés, d'autres non. D'autres ont ruiné aussi des vies. Rappelez-vous l'affaire Baudis, rappelez-vous même sur d'autres journalistes où il y a eu, quand il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes et puis qu'il y a un non-lieu après, est-ce que vous pensez que certains s'en excusent? Non, ils s'en excusent pas. Et c'est là où effectivement, je parlais tout à l'heure d'état de droit, de valeur dans l'état de droit. D'ailleurs, la présomption d'innocence est un principe important et constitutif de l'état de droit. C'est plus du tout le cas. Hein. Que certains piétinent allègrement. Non, mais avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de... Oui, mais à la limite, les réseaux sociaux, bon, voilà, et c'est des débordements. Mais les journalistes qui se disent journalistes devraient faire attention aussi parfois. Vous donnez une image de femme forte qui est impressionnée par rien, avec une vraie barrière. Non, j'essaye de protéger ce que je veux protéger. Il y a des choses que je ne veux pas dire et que je ne dirai pas. Et c'est ce qui me permet d'être heureuse et de tenir. Sinon, vous ne tenez pas. Je suis pas supérieure psychologiquement aux autres êtres humains, si je puis dire. Non.
Simplement, il y a des choses, vous tenez votre rang, même dans la douleur, parfois. C'est vrai que parfois, je suis touchée, et évidemment, vous tenez votre rang. Et puis, parfois, je m'en fiche complètement. Et ça me permet de ne pas laisser accéder certains à ma vie, et surtout pas là où je veux pas qu'on aille. Est-ce que parfois, la politique, ça peut être assez violent pour faire pleurer quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer parce que c'est trop dur, en off, après, de craquer sur un truc? Non, parce que j'ai eu tellement d'épreuves dans la vie. Moi, j'ai failli perdre la vie, j'ai connu la violence, j'ai connu des choses dont j'ai jamais voulu parler. Donc, je sais que la vie peut être beaucoup plus douloureuse que simplement d'être critiqué sur un réseau social ou d'être critiqué par Thomas Legrand. Voilà, donc c'est rien comparé à ça. Donc, simplement, c'est désagréable, mais il y a pire dans la vie comme dureté ou comme épreuve. De toute façon, il n'y aura pas de survivants, comme disait l'autre. Comment vous avez failli perdre la vie? Vous l'avez déjà dit, ça, ou jamais? Non, mais moi, si on me disait « faut retourner à tes 20 ans », jamais de la vie. Ah bon? Retourner à C'est vrai de la vie, jamais. Voilà. On a l'impression qu'on est en combat depuis qu'on est né. Voilà, donc, et c'est pour ça que parfois, il faut savoir se poser. Moi, c'était Nicolas Sarkozy qui m'avait dit un jour « arrête d'être toujours en permanence tous les capteurs ouverts ». Et c'est vrai, on est en capteur ouvert en permanence. J'ai une petite question sur Nicolas Sarkozy pour terminer en 30 secondes. Il y avait juste un article de Libération en avril 2025, une enquête dans laquelle vous aurez oublié de déclarer 19 bijoux, valeur estimée 420 000 euros, à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, HATVP. Vous avez vu cet article? Oui, j'ai déposé plainte d'ailleurs contre le journal, mais encore une fois, un journal qui est là à défendre les femmes, MeToo. C'est une affaire malheureusement privée, une vengeance privée. Voilà, moi j'ai déposé plainte. Je n'ai jamais été prise en défaut d'une déclaration, qu'elle soit fiscale, financière ou autre. Moi, je n'ai aucun manquement déclaratif d'aucune sorte. Et tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Voilà. Et en toute transparence, je n'ai hérité de rien. Et tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Voilà. C'est quoi vos passions dans la vie, d'ailleurs? Alors, on parle de bijoux, mais bon, non, c'est bien, vous faites des plaisirs, mais... Non, j'aime la vie, j'aime sortir, j'aime rire. Je peux passer des nuits blanches avec des gens que j'aime. Voilà, et j'aime cette vie-là. Voilà, j'aime cette vie de vraie liberté. On vous voit dans Paris, il y a une vidéo de vous, non, le soir, où vous dites, tiens, vous avez envie que Paris... j'ai fait la tournée du Marais jusqu'à 4h du matin. Mais j'adore ça. Comme il n'y a pas très longtemps, on est à une soirée, on a fait une nuit blanche totale et je suis allée travailler le lendemain. J'ai refait une nuit blanche parce qu'on n'avait pas fini la soirée de la veille. Ah bon? Donc on est retourné la finir. Et donc voilà, et je suis retournée, j'étais au Conseil des ministres le lendemain. Voilà, il l'a pas vu, Emmanuel Macron, vous n'avez pas dormi depuis 2 jours, non? Non. Bah, lui, il dort peu aussi. Hein. Il paraît qu'il dort 4 heures, mais je ne sais pas si c'est vrai. J'ai toujours entendu qu'il dormait aussi peu. Non, mais il dort très peu, c'est un gros travailleur. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, qui est une chose que j'ai vue assez rarement, il sait tout sur tout. Voilà. Donc, comme ministre, vous avez intérêt à bien connaître vos dossiers. Il sait tout sur tout. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'il dort peu, parce qu'il peut vous interpeller à n'importe quelle heure sur un sujet précis, sur un déplacement ou sur une question particulière. Dernière anecdote, il paraît que Nicolas Sarkozy vous a emmené à la Maison-Blanche une fois, ou peut-être plusieurs fois d'ailleurs, pour des dîners. Est-ce qu'il vous arrive des trucs un peu étonnants là-bas, en tant que vous arrivez, on a tous 14 ans, là, à un moment donné, avec nos yeux de quand on avait 14 ans, on voit ça, on se retrouve à la Maison-Blanche. Le premier dîner d'État à la Maison-Blanche, moi je me souviens de son émotion, et y compris quand il a pris la parole au Congrès, et je me souviens quand il fait le discours, il dit « J'ai pu parler de Marilyn Monroe », dans l'enceinte du Congrès. Et il y avait 2 acteurs dont il a parlé, Marilyn Monroe et Elvis Presley. Et il était ému de l'avoir fait. Et quand on arrive au dîner d'État, il est très ému. Il a dit voilà, on y est. Mais juste avant, je me souviens, avant d'aller à ce dîner d'État, d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive en retard à ce dîner, c'est que j'avais eu un petit problème technique sur une chaussure, d'ailleurs, et je demande à quelqu'un de m'aider, et j'ai surpris une bagarre entre Jean-David Lévy et Henri Guénaud.
que j'ai séparé. Et donc, il y a beaucoup de bagarres en politique. Oui, alors moi j'adore Henri Guénaud. Alors, franchement, moi j'ai une infinie admiration pour lui, pour sa vie, pour ce qu'il est, pour son intelligence. Mais il est sanguin. Donc, c'est vrai. il est sanguin. Donc, il se bat assez facilement. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans les coulisses de la Maison Blanche avec Jean-David Lévy à ce moment-là. C'était qui le président américain à l'époque? C'était Obama ou c'était Bush? Non, le dîner d'État, c'était Bush. Voilà. Je crois que Nicolas Sarkozy nous avait raconté qu'il l'avait accueilli sur son canapé, allongé parce qu'il était malade juste avant. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient raconté ça ici. Exactement. Et qu'il l'a vu arriver, il était allongé sur son canapé. Il y avait cette scène un peu improbable, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? D'être heureux, de continuer à avoir du bonheur à faire de la politique, d'avoir du bonheur à faire campagne, à se battre pour les gens, à vouloir que ce pays reste ce qu'il incarne dans le monde, c'est-à-dire défendre les valeurs universelles, défendre la liberté, de dire le mérite est reconnu, donc que je continue à être heureuse de faire ce que je fais, voilà, quelle que soit d'ailleurs la mission et cet engagement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir de pouvoir parler, prendre le temps, non? Oui. Est-ce que c'est agréable de parler sans être c'est agréable pressé de parler sans être pressé et aussi sans être jugé. Ou sans se dire, oh là là, comment vont être interprétés mes propos. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Merci de faire de Légende le premier podcast de France sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles dessus. Ça nous permet, avec l'algorithme, de rester bien proposé à tout le monde. Et merci de vous abonner chaque mois. Vous êtes entre 150 000 et 200 000 à vous abonner en plus sur notre chaîne YouTube. Donc continuez de le faire. Ça nous aide beaucoup pour avoir des invités exceptionnels comme aujourd'hui. En tout cas, voilà, merci à vous tous. Je vous embrasse et on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Ciao tout le monde!